Alors bonjour, bienvenue à ce cinquième cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance, où on va parler de la fine amour et de la courtoisie, en préparation pour la dissertation que vous devez rendre la semaine prochaine, bien sûr, et aussi pour avancer dans la matière, parce que on arrive bientôt à la poésie lyrique, on arrive bientôt au 14e, 15e siècle, et après la relâche, il nous faudra parler aussi de la Renaissance. Alors, on ne peut pas s'attarder trop longtemps au Moyen Âge, même si j'aurais eu envie et plaisir à donner le cours entièrement sur cette matière très riche, très abondante en productions diverses. Alors, je vais partager tout de suite avec vous le PowerPoint d'aujourd'hui. Vous allez voir que je commence avec les questions de la dissertation. Alors, à la première diapositive qui suit la diapositive titre, vous allez voir les questions de la dissertation. Et c'est pour vous rappeler en quoi ça consiste exactement et aussi pour m'engager envers vous à essayer d'y répondre un peu dans le cadre de ce cours, de cette rencontre d'aujourd'hui. Les questions avaient été déposées, bien sûr, sur le site Moodle. Vous avez le sommaire d'aujourd'hui, Fine amour, courtoisie, Lancelot Graal. Ça, c'est vraiment directement en lien avec ce que vous avez à faire. Et La mort du roi Arthur, une étude plus précise sur le roman. Je pensais que j'avais les questions avant. Elles sont ici, en fait. Voilà. Montrer comment Guenièvre est à la source de la gloire de Camelot et en même temps la cause de sa perte. C'est une des questions qui vous était posée. C'est peut-être une des plus évidentes. Et on va dire pourquoi. Montrer comment dans ses dénégations, Lancelot demeure juste. Et je vous avais invité déjà à regarder comment Lancelot nie qu'il y a eu adultère. Mais il y a d'autres moments où il est dans la négation aussi, où il dit « Je n'ai pas tué les frères de Gauvin par trahison ». Et il tient tête à Gauvin dans une espèce de défi qu'on appelle l'ordalie, où on est prêt à mettre notre main dans le feu ou à s'engager dans un combat à la mort parce qu'on est convaincu de notre bon droit. Et quand on est convaincu de son bon droit, on sait que Dieu va donner raison au juste. Alors, Lancelot, quand il dit « Je n'ai pas tué les frères de Gauvin par trahison », il est convaincu d'être dans son bon droit et il sait qu'il va gagner parce que c'est absolument vrai. C'est l'erreur de Gauvin de penser que Lancelot a pu être un traître et a pu faire ça de façon déloyale. En fait, quand il coupe la tête de l'un et trucide l'autre, c'est dans l'ignorance de qui il s'agit véritablement. Donc, il a absolument raison de dire qu'il ne l'a pas fait par trahison. De même, quand il nie que la reine a tué le frère du chevalier Mador de la Porte par trahison, il est absolument dans le vrai. Elle n'a jamais eu l'intention de le tuer. Alors, soyez très attentifs aux mots et vous allez voir qu'on trouve là matière à justifier le comportement de Lancelot. La troisième question dit « Montrer comment le texte stigmatise, condamne la méchéance, mauvaise action, faute, péché ». Et ça pourrait sembler la moins intéressante, mais elle est très, très payante en termes d'exemple. Souvenez-vous du personnage de Gauvin qui fait la confidence en début de roman du nombre de chevaliers qu'il a tués au cours de la quête du Graal. Alors, pour toutes sortes de circonstances, parce qu'il ne les reconnaissait pas, parce qu'il était en proie à la folie, il s'est battu contre des chevaliers de la table ronde et il en a tué 18 de ses collègues. Et cette déchéance ou cette méchéance, cette malchance qui est à la fois mauvaise action, faute, péché, va l'entacher durablement, de sorte que tous les malheurs qui lui arrivent sont associés à cet événement-là, à ces malheurs-là qui ont eu lieu dans le cours de la quête du Graal. Montrer en quoi le texte au choix est un roman courtois, bien là, je vais nourrir abondamment ce point aujourd'hui parce qu'on va parler du roman courtois, puis on va voir que ce n'est pas seulement les romans de chevalerie, il y en a d'autres aussi qui appartiennent à cette forme. Alors voilà, ce sont les questions. On y revient tour à tour dans le cadre du cours d'aujourd'hui. Mais d'abord, le premier point, la fine amour. Alors, voici pour ça. Au début du 12e siècle, donc le siècle des troubadours, on va inventer ni plus ni moins la poésie lyrique. Et ça, c'est dans le domaine de la langue d'oc. Alors, il faut imaginer la France divisée en deux régions linguistiques, deux grosses familles linguistiques. Le nord, c'est la langue d'Oïl et le sud, c'est la langue d'oc. Et ces régions linguistiques, finalement, sont dénommées ainsi par le fait que oui se dit dans la langue d'oc, oc, et oil dans la langue du Nord. Alors, c'est pour ça qu'on a retenu ces vocables-là. C'est à ça que ça réfère. Et vous avez d'une part des poètes donc, dans le sud de la France qu'on appelle les troubadours. Ce sont ceux qui trouvent les mots à dire, les mots à
célébrer, à chanter. Et aussi, dans le nord de la France, vous avez l'équivalent qui s'appelle le trouvère. Alors, le trouvère, c'est l'équivalent du nord du troubadour. Quand je dis l'un ou l'autre, ça désigne grosso modo un poète, un créateur, un écrivain. Alors, il faut retenir ça. Donc, les troubadours vont élaborer ce qu'on appelait la poésie lyrique du Moyen Âge, et ce n'est qu'à partir de 1160 environ que les structures, les thématiques des troubadours vont être reprises en langue d'oïl par les trouvères. Alors, au départ, c'est vraiment les gens du Sud qui vont s'illustrer dans le genre, la veine poétique, et par la suite, ça va passer au Nord. Quelques années plus tard, 60 ans plus tard peut-être, on va voir l'explosion d'une littérature au nord de la France, portée par l'expression lyrique. Alors, quelles sont les origines exactes de la poésie des troubadours? On n'est pas exactement certain. On avance plusieurs hypothèses, et notamment le fait qu'il pourrait y avoir des influences arabes. On sait que les Arabes avaient développé une poésie amoureuse très, très raffinée. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a de nombreux contacts entre les civilisations. Souvent, ça prend la forme de guerre, mais il y a des échanges aussi. Il y a du commerce qui se fait. Il y a des gens pour apprendre l'arabe, pour apprendre à lire l'arabe, et qui vont se familiariser avec cette culture qui est très prolifique dans différents domaines, notamment en mathématiques. C'est une civilisation qui a vraiment fait des choses extraordinaires en mathématiques, mais aussi en littérature et dans la poésie amoureuse. Donc, on pense qu'il y a eu peut-être contamination, influence du côté de la poésie arabe, donc. Vous avez un certain nombre peut-être de rites pré-chrétiens qui accordaient une certaine liberté à la femme à certaines époques de l'année. Alors, la femme, chez les Grecs, était confinée au gynécis. On était à une époque de misogynie absolue. Et au Moyen-Âge, elle n'est pas toujours mieux traitée, mais il y a des périodes de l'année où on les traitait mieux, on célébrait la féminité, la fécondité. Et on pense qu'il y a peut-être des rites pré-chrétiens qui sont associés au fait qu'on a voulu célébrer dans la poésie du Moyen Âge la femme. Et ça serait peut-être issu de ça. Les tout premiers troubadours sont originaires du Limousin et peut-être aussi de la Provence. Le Limousin, c'est le centre, le cœur de l'Aquitaine. Alors, on a présenté une carte la semaine dernière du domaine de Léonard d'Aquitaine, justement. Alors, figurez-vous le Limousin dans ce coin-là. C'est le berceau des troubadours et aussi tout juste à côté, la Provence. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cette poésie crée apparemment de toutes pièces une nouvelle conception de l'amour et réussit à intégrer, je vais défiler les diapositives malgré moi, et réussit à intégrer au système des valeurs chevaleresques. Et réussit à l'intégrer, cette nouvelle conception de l'amour, oui, aux valeurs chevaleresques féodales. Alors, l'originalité de cette poésie, c'est d'avoir greffé tout un code de conduite, toute une esthétique aux valeurs de la chevalerie médiévale. Alors, quelle est la forme d'expression par excellence de cette poésie des troubadours? Eh bien, c'est la canso. Et canso, le mot est transparent, ça veut dire chanson. Alors, c'est un poème lyrique de prédilection. C'est le poème de prédilection du troubadour. Quand on regarde les formes pratiquées, on n'est pas encore au rondeau, on n'écrit pas encore des sonnets, des ballades. On pratique plutôt la canso, une forme assez simple. Et c'est surtout ça qui est produit dans les premières années, donc de cet essor du lyrisme au Moyen Âge. Et c'est le genre qui offre peut-être, qui permet au troubadour d'offrir la quintessence de son art. C'est une forme vraiment souple où on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. On n'est pas contraint par la métrique, par le nombre de syllabes. On peut varier. On n'est pas obligé d'écrire que des octosyllabes. On peut écrire des décasyllabes. On peut écrire des alexandrins éventuellement. Il y a des variations possibles. C'est à travers la canso qu'il va exprimer, le troubadour, sa conception de l'amour qu'il partage avec les autres. Alors, il offre sa vision de l'amour et les autres troubadours vont y rajouter un peu du leur et on va développer ce qu'on a appelé l'amour courtois. Mais attention avec ce concept, c'est un concept qui est un peu postérieur, c'est-à-dire que vous avez un théoricien de la littérature, un médiéviste en fait, du 19e siècle, français, qui s'appelle Gaston Paris, qui va arriver avec cette catégorie au 19e siècle. Donc, il va appeler ce courant de la fine amour, cet ensemble de textes hétéroclites, parfois, le courant de l'amour courtois.
Cette appellation-là, il va la définir, il va donner plein d'exemples pour illustrer son propos, mais ça va être contesté par d'autres, et notamment un certain monsieur Schnell, qui en allemand veut dire vite. C'est un petit vite, donc, qui lui, voit cette définition de l'amour courtois comme étant un peu borné. Et il va essayer de l'élargir. Alors, vous allez voir que quand on va parler de l'amour courtois, il y a différentes conceptions. Et il ne faut pas se leurrer. Il faut comprendre que c'est une projection a posteriori, que c'est un concept qui n'existait pas comme tel au Moyen Âge, comme l'humanisme, par exemple. On est habitué d'associer l'humanisme à la Renaissance. Et pour nous, ça va de soi que Rabelais est un humaniste, Eraste est un humaniste. Et on s'imagine ceux-là se présenter comme tels, comme des humanistes. Or, le concept se développe beaucoup plus tardivement, au 18e siècle, en fait, à la fin du 18e siècle, et va se populariser au 19e siècle. Pour nous, c'est devenu une évidence que ce sont des humanistes, comme c'est une évidence pour nous qu'il existe un courant qui s'appelle l'amour courtois au Moyen Âge. Mais attention, c'est une projection a posteriori des spécialistes du Moyen Âge. Alors, en fait, comment ça s'appelle l'amour courtois chez les troubadours? Est-ce qu'il existe une telle chose? Pas exactement, en fait. L'appellation qu'on pourrait employer de ce côté, ce serait plutôt la fine amour. La fine amour, le bel amour, le bon amour, si on veut, code qui régit, c'est la définition qu'on pourrait en donner, les situations amoureuses et les actions chevaleresques. Alors, ce n'est pas les poètes médiévaux qui ont dit, OK, on va conceptualiser cette esthétique. Et ils ont écrit un manifeste savant où ils ont dit, voilà, c'est ce qu'on entend par fine amour. C'est un code qui régit les situations amoureuses et les actions chevaleresques. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est ce qu'on peut déduire a posteriori. Quand on se penche sur la production, on comprend qu'il y a une valorisation de l'amour et d'un certain comportement qui correspond donc à un code. Et on l'a qualifié de fine amour parce que le terme intervient sous la plume des poètes. C'est un idéal amoureux, en fait, qui invite à l'amour parfait. Et là, vous avez un tableau ici qui est tiré d'un ouvrage de Alain Corbellary, qui lui propose, dans la tradition de R. Schnell, le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'opposait à Gaston Paris, d'élargir un petit peu le concept de la fine amour pour mieux décrire ce que c'était que le courant courtois. Alors, il n'y avait pas que la fine amour qu'on voit ici en bas à gauche, il y avait aussi le fol amour, la folle amour. C'est toujours au féminin, amour au Moyen Âge. Donc, la folle amour, l'amour fou, et aussi éventuellement la bonne amour. La bonne amour qui correspond à l'amour plus sérieux, l'amour de raison, le mariage, par exemple, qui est valorisé parce que c'est une institution chrétienne absolument incontournable, alors qu'on s'entend pour dire que le scandale, les relations physiques avec des putains, c'est pas un idéal amoureux très, très sain. Par ailleurs, il y a la fine amour qui se développe dans un contexte d'adultère, pas toujours très correct, mais qui est un intermédiaire entre l'amour fou et la bonne amour, qui est aussi l'amour un peu plate, parce que c'est l'amour de raison, finalement, où on se marie avec des gens parce que ça a du sens financièrement, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment amoureux. L'amour, on va le vivre en dehors du mariage et ça va être à travers la fine amour, justement. Et c'est comme ça qu'il conceptualise. Alors, il a ajouté beaucoup de termes, incomplétude, exaltation, légitimité, publicité, satisfaction. Il beurre un peu épais. Et il faut faire attention quand on lit ça parce que c'est encore une fois des conceptions postérieures, là. À l'époque, vous imaginez que les poètes avaient conceptualisé ça comme ça. Ce n'était pas le cas. Et on aurait tort de penser qu'il existait une telle conception que, bon, il y avait un rapport à la mère, à la sœur, à la putain au Moyen Âge. C'est un petit peu psychanalysant à tendance moderne, là. Mais l'idée n'est pas mauvaise de conceptualiser ça comme ça, de dire que l'amour courtois, finalement, c'est un peu tout ça. Il y a de la bonne amour, il y a de la folle amour, il y a de la fine amour. Ça nous permet d'englober dans ce corpus, à ce moment-là, des textes aussi divers que Tristan et Iseult, les romans bretons, mais aussi le roman de la Rose, dont on va parler tout à l'heure, où il est question notamment de la bonne amour. Alors, soyez toujours attentifs à ça parce que vous allez rencontrer dans vos lectures toutes sortes de choses, des jugements péremptoires où on vous dit tel roman n'est pas courtois, c'est un impensable, c'est absolument irrecevable. Et là, ça nous ébranle toujours un peu, puis on se dit, oh, OK, moi j'aurais pensé que. Attendez là, il ne faut pas renoncer nécessairement à vos intuitions parce que quelqu'un qui est une autorité semble nous dire avec beaucoup de conviction que c'est comme ça.
et questionner toujours les autorités, moi y compris, pour aller gratter un peu au-delà. Et vous allez découvrir que c'est une question de perspective. Et effectivement, on ne peut pas dire de tel texte qu'il est parfaitement courtois toujours. Il y a des degrés de courtoisie et on pourrait très bien débattre longuement sur la dimension courtoise de telle ou telle œuvre et pas s'entendre en fin de compte. Là. Il y en a pour qui c'est absolument pas, ça ne relève pas de la fine à mort, et d'autres vont dire, mais non, c'est très nettement fine à mort, d'autres vont dire, c'est la folle à mort, et voilà. L'important, c'est d'être capable de déployer un argumentaire qui se tient et vous n'êtes pas obligé, en fin de compte, de nous convaincre à tout prix. Il faut juste que ce soit étayé par des exemples et que ça tienne la route minimalement. Alors, cet idéal amoureux, en quoi consiste-t-il exactement? Je vais énumérer les caractéristiques rapidement. Alors, vous avez d'abord cette idée que la femme est le seigneur de l'homme. Alors ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui quand on y pense, là, cette espèce de vénération de la femme. La femme est mise sur un piédestal. Il était temps, je dirais, parce qu'elle n'était pas toujours très bien traitée. Et là, tout d'un coup, à travers ce code chevaleresque, on va valoriser les femmes, on va leur accorder une importance là, inégalée et ça va changer un peu la dynamique. Bon, allez pas vous imaginer que les femmes dominent dans cette société, que c'est une société qui est absolument égalitaire. Point du tout. Les femmes sont souvent malmenées, sont méprisées, sont traitées de façon assez vilaine, merci. Mais il y a quand même une volonté de promouvoir une autre façon de se comporter avec elles. Et c'est bien sûr les femmes qui font la promotion de ça, qui disent, OK, on va montrer aux chevaliers comment on approche une femme, comment il faut parler à une femme, comment on parle d'amour à une femme, parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. Ils n'ont aucune idée. Ils sont complètement brutales et ils ont des manières absolument détestables. Donc, il s'agit de conditionner un peu leur comportement. Donc, cet idéal amoureux invite à un amour parfait. C'est un art d'aimer qui a ses règles, ses codes, ses rites. Et d'abord, le premier élément, c'est l'idée que la femme devient le seigneur de l'homme. Et c'est calqué sur le modèle de la féodalité, où l'homme devient le vassal d'un seigneur lige, d'un seigneur quelconque, qu'il place au-dessus de lui. Et en l'occurrence, il s'agit d'une dame. Et c'est calqué vraiment sur ce modèle-là. On se comporte en prêtant serment de fidélité à la dame comme on le ferait pour son seigneur. C'est un amour nécessairement adultère. Bon, nécessairement. Je disais qu'il y avait des déclinaisons qui vont dans le sens de la bonne à mort et la folle à mort. Et certains admettent l'adultère aussi, la folle à mort notamment, mais pas la bonne à mort. Alors, si on peut distinguer l'une de l'autre, une forme de l'autre, on dirait que ce qui caractérise la fine à mort, c'est que ça repose sur un amour adultère. C'est une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas son mari. Donc, c'est associé à une quête de perfection où on va vouloir s'illustrer pour mériter l'amour de l'autre. Et c'est souvent le gars qui va se démener pour réaliser des exploits extraordinaires, extravagants, pour mériter l'affection de sa dame. Mais la dame n'est pas en reste. Elle aussi doit être à la hauteur. On ne place pas son cœur entre les mains de n'importe qui. On veut le placer dans les mains de la plus haute dame possible. On essaie d'attraper le fruit de la plus haute branche. Et par exemple, un chevalier comme Lancelot, qui est le meilleur chevalier du monde, ne peut s'imaginer aimer nul autre que la plus haute dame du monde. Et en l'occurrence, il s'agit de Guenièvre. Alors, pour lui, c'est impensable. La demoiselle d'Escalot, qui est très jolie, très mignonne et tout, elle n'est pas à la hauteur de Guenièvre. Samuel, vous avez levé la main? Oui, non, vous avez pas mal répondu à ce que je me demandais. C'est simplement qu'encore une fois, cette dame-là, je veux dire, je me disais, tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était pas quasiment la plus belle, elle était archi belle. Fait que je me demandais si la beauté n'équivalait pas aussi à un statut haut, un peu comme être une reine. C'est pas suffisant, en fait. Dans le principe de la. C'est pas suffisant en l'occurrence, et d'autant plus que Lancelot s'est déjà engagé. Et la demoiselle d'Escalot est un petit peu ambitieuse d'aller déclarer son amour au plus haut chevalier du monde. Elle ne sait pas encore que c'est le meilleur chevalier du monde, mais elle est un peu ambitieuse de faire ça. Lancelot, un chevalier de sa trempe, de sa catégorie, ne peut pas concevoir une relation avec quelqu'un d'autre qu'une reine, que la plus haute dame du monde, et en l'occurrence Guenièvre. Alors, c'était peine perdue. Là. Il ne serait jamais arrivé. Gauvin, lui, s'en serait contenté. Hein? Il n'aurait pas dit non à Demoiselle d'Escalot. Il y a Maxime qui dit c'est Yvain, le meilleur chevalier du monde, vous avez un parti pris. C'est discutable.
on pourrait argumenter là-dessus. J'imagine que vous êtes en train de faire une dissertation là-dessus. Alors, vous avez donc cette quête de perfection. Vous avez des épreuves et des prouesses qui vont devoir être accomplies, réalisées pour s'illustrer. Alors, qu'est-ce que le chevalier peut faire pour s'illustrer? Ben, il peut tuer du monde, il peut faire des batailles, participer à des batailles, participer à des tournois aussi. On voit que c'est une obsession dans les romans de chevalerie, ces tournois, qui étaient un sport dangereux. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais se rentrer dedans avec des lances, avec des chevaux qui courent à 30 km/h à peu près, sinon davantage encore, ça fait mal et parfois on y perd la vie. Hein. Il y a eu souvent des morts dans des tournois qui étaient juste pour jeu, pour s'amuser simplement. Alors, on peut s'illustrer. Oui, il y en a qui finissent mal, effectivement. Et oui, et parfois, ça prend du temps pour guérir parce que quand on est blessé, on l'a vu, Lancelot est blessé à plusieurs reprises et ça le paralyse complètement. Alors, c'est important quand on s'illustre comme ça d'avoir une façon de dire pour qui on s'illustre. Mais en même temps, il faut être subtil parce que l'amour est adultère. Il ne faut pas que ça se sache. Ça ne passerait pas tout à fait. Donc, on va porter le foulard de sa dame, mais on va s'arranger pour que le foulard ne soit pas reconnu par nul autre que la dame en question. Et là, il y a tout un petit jeu de cachotterie tout à fait mignon qui va permettre ces exploits, là, enfin, ces exploits d'être reconnus par ceux qui sont concernés. Samuel? Samuel? Oui, excusez-moi, je vais me permettre de poser une question un peu en aparté. J'ai pas réussi à trouver ma réponse. Dans le texte, ça disait que Lancelot portait la manche de la dame, mais c'est quoi qui veut dire par porter la manche? Ben, il portait à la manche, en fait, il portait à la manche un ruban. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, un foulard là, qu'il met à la manche. Là. Et c'est un signe qui permet donc de reconnaître pour qui il fait ça, pour qui il s'illustre. Et la dame seule le sait. Ah, Les parce que autres, j'avais compris porter la manche sur son casque. je ne sais pas, c'est possible, je ne me souviens Je pas sais du pas. détail. Mais vous savez comment elle obtient ça dans une pratique qu'on appelle le guerdon. Ça, c'est vraiment terrible. Allez pas vous embarquer là-dedans. Vous demandez à quelqu'un une faveur. Est-ce que tu m'accordes une faveur? Et la personne dit oui. Et là, tu lui dis, tu sais ce que tu m'as accordé? Non, mais dis-moi-le parce que je m'inquiète. Ben voilà, tu m'as accordé que tu allais m'acheter une voiture. Ça peut être quelque chose aussi énorme que ça. Elle a demandé dans cette requête à Lancelot de se battre pour elle. Ce qui était vraiment une mauvaise idée pour Lancelot parce qu'il voulait le faire pour la reine. Puis si la reine apprenait qu'il se battait pour une autre, elle allait être forcément jalouse. Mais dans le code de la civilité courtoise, il n'y avait pas le choix de dire oui. Il avait déjà donné son accord. Et vous allez les voir à plusieurs reprises dans le roman de la mort de Arthur, la pratique du guerdon comme ça. Gauvin demande au roi, sire, accordez-moi une faveur. Mon neveu, je vous l'accorde volontiers. Vous savez ce que vous m'avez accordé? Non. On va aller faire la guerre à Lancelot. Ouh, zut! J'aurais dû y penser 2 fois avant. Rosalie demande, question un peu hors sujet, mais c'est pour reprendre la question de Mégane, allez-vous donner le cours demain en création littéraire? Oui, si je survis à la nuit qui vient, je vais donner le cours. Si je suis aussi malade, sinon plus malade encore, c'est pas que le cours soit réduit à l'atelier, que la partie théorique soit mise en ligne quand je prendrai du mieux. C'est-à-dire qu'au terme de la fin de semaine, je pourrais faire une capture vidéo là, de la partie théorique et vous pourriez voir et compléter le cours de cette manière-là. Mais vraisemblablement, je vais essayer d'être au poste demain. Alors, il y a des épreuves, des prouesses. Vous avez aussi des souffrances. Il faut en baver un coup. Et les dames ne se gênent pas pour faire souffrir. En tout cas, dans les textes littéraires, on voit des épreuves qui sont imposées, des épreuves douloureuses. Pensez à ce pauvre Lancelot qui a dû s'humilier en montant sur la charrette d'infamie, en traversant le pont de l'épée, où il va se couper les mains. C'est un pont qui est en fait une épée gigantesque, affûtée. Et là, il marche là-dessus. Enfin, il est à 4 pattes, puis il avance là-dessus. Et il se coupe les mains. Et tous ces exploits-là, ils sont accomplis pour s'illustrer, pour montrer qu'on est prêt à en baver un coup pour mériter l'amour de sa dame. Mais on ne se racontera pas d'histoire, c'est un idéal littéraire, un fantasme littéraire plus que la réalité. C'est pour faire battre le cœur des dames qui, se faisant lire ces textes, se faisant réciter ces textes dans les chambres des châteaux entourés de reines, de duchesses, de comtesses, de dames de compagnie, rêvent donc d'amour et rêvent d'hommes qui se comporteraient ainsi. Mais dans les faits,
Il n'y en avait pas de gars qui se comportaient comme ça en dehors des romans, ou si peu. Alors, il ne faut pas voir ça pour autre chose qu'un fantasme littéraire. Ça fait rêver, mais c'est pas évident que ça ait eu quelconque écho dans la réalité. Alors, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, généralement fondées sur l'adultère et sur le désir, et ça commence toujours par l'espoir d'être aimé. À un moment donné, on languit d'amour, on aimerait avoir quelqu'un qu'on voudrait servir, à qui on voudrait vouer sa vie, ses actions, et on va chercher à trouver ce quelqu'un, cette quelqu'une qui va devenir la dame de notre cœur. Alors, ça commence par l'espoir d'être aimé. Ça peut se jouer des deux côtés. Une femme peut aussi languir d'amour pour un chevalier. La damoiselle d'Escalo en cherchait un. Elle est tombée sur Lancelot et puis elle dit c'est lui ou c'est rien, hein? C'est lui ou c'est la mort. On voit à quelle extrémité ça le conduit. Et à un moment donné, les regards se croisent. Ils vont échanger un regard, les amoureux, les futurs amants, et ça va permettre parfois le coup de foudre. Souvent, c'est comme ça que ça se présente, comme un coup de foudre. C'est spontané, c'est soudain, c'est irrésistible. Et il y a une espèce de connivence. Si le regard se prolonge, si le regard s'éternise, c'est un peu comme quand on va draguer, j'imagine, aujourd'hui dans un bar. Si vous croisez le regard de quelqu'un par accident, c'est pas plus grave. Mais si vous vous attardez plus longuement, ben là, vous êtes en train d'envoyer des signaux pas très subtils. Alors, ça marchait un peu de la même manière. Il faut imaginer que dans un tournoi, un chevalier pouvait regarder une dame intensément et la dame le regardait à son tour. Et si son regard persistait, le type comprenait qu'il y avait une chance. Alors, après ce signal donné, la prochaine étape, ce qu'on allait chercher à conquérir, c'était le baiser. On allait essayer d'obtenir de la dame ou du chevalier qui nous embrasse, finalement, qui nous accorde un baiser, qui venait sceller secrètement, bien sûr, ça ne se fait pas en public, le lien amoureux. Après ça, ça passait par ce qu'on appelle l'embrassade. Et là, mes amis, ça, c'est une épreuve terrible parce que ça revient, l'embrassade, à passer la nuit tout nu, pas de bas, avec l'élu de notre cœur, mais en s'engageant à ne rien faire. Parce que vous imaginez le scandale si une dame tombait enceinte. Et c'est arrivé souvent que les dames tombent enceintes alors que leur mari était parti à la croisade. Ça va quand il part pour 6 mois, mais quand il est parti pour 4 ans, et là que vous lui expliquez qu'il y a un fils qui est né l'an passé, il fait 1 plus 1 égale 2, puis il n'est pas content. Alors, vous comprenez que c'est important de pratiquer le coït interrompu, ou même pas, en fait. On ne va juste pas là. Et si l'homme est courtois, s'il est capable de se retenir, il est vraiment digne d'être aimé. Alors, si vous êtes capable de passer une nuit dans le lit avec une femme sans jamais abuser d'elle, sans jamais être tenté d'aller plus loin, vous êtes digne d'admiration, vous êtes digne d'affection et vous êtes un parfait chevalier courtois. C'est quand même intéressant. Maxime dit, l'ancêtre des romans harlequins, oui, sans doute. Vous avez donc une tension entre l'amour charnel et l'amour chaste. Il y a le désir qui est très fort et pour peu que vous soyez essayé à l'embrassade à l'adolescence, vous savez comment ça peut vous tourmenter et comment ça prend beaucoup de courage pour résister. Il y a cette tension donc entre la chasteté et le désir charnel qui est tout à fait intéressante et qui caractérise donc ce parcours du combattant amoureux. Alors voilà pour les étapes à franchir. On enchaîne avec la translatio lyrique. On parlait de translatio studii comme d'un transfert du patrimoine culturel, intellectuel de l'Antiquité vers la France, qui devient le chef-lieu de la culture, en quelque sorte, et son centre en particulier, Paris. Mais vous avez aussi une translatio lyrique qui va s'opérer éventuellement, c'est-à-dire que tout ce capital de chansons des troubadours va trouver à se déplacer éventuellement vers le nord de la France. Les cours du Royaume de France vont accueillir avec enthousiasme ces formes nouvelles. Éventuellement, ça va même déborder jusqu'en Angleterre, dans l'espace plantagenet, et c'est pas un hasard s'il y a une certaine Aliénor d'Aquitaine qui a atterri là-bas à un moment donné et qui va rapatrier avec elle ces poètes. Vous avez les filles d'Aliénor aussi, Alice de Blois, Marie de Champagne, qui vont être les protectrices, les mécènes de certains écrivains, notamment Chrétien de Troyes, qui vont continuer l'œuvre de leur mère. Et à ce propos, Samuel, je vous remercie pour le vidéo que vous m'avez recommandé sur Aliénor d'Aquitaine. Je l'ai ajouté à l'anthologie section 1 de littérature. Vous irez voir ça.
C'est une série de capsules tout à fait savoureuses et déjantées où les personnages historiques se présentent, mais avec un vocabulaire d'argot français. C'est un peu l'esprit Kaamelott. Et on rit beaucoup, mais on apprend aussi des choses. C'est pas tout à fait juste la comédie, là. Il y a un fond de sérieux là-dedans. Alors, vous pourrez aller rencontrer Aliénor d'Aquitaine sur ce petit vidéo que j'ai placé la semaine dernière grâce à Samuel. Alors, vous avez donc ces femmes qui sont des mécènes et qui s'entourent d'écrivains et qui vont demander à ces écrivains d'écrire des textes spécifiques. Chrétien de Troyes dit, moi, quand j'écris Lancelot Chevalier à la charrette, c'est une commande. C'est Marie de Champagne qui me dit, vous allez écrire ça comme ça, puis Lancelot va se comporter de cette manière, puis là, Guenièvre va dire ça, et vraiment, c'est elle qui dirige le projet. C'est lui qui accomplit selon les volontés de son mécène, mais c'est vraiment la vision de l'amour qu'avait Marie de Champagne. Mais la langue Doyle tend assez vite à privilégier la forme romanesque, et ce qui va se développer dans le Nord, c'est plutôt l'écriture de romans. Alors, la poésie des troubadours, elle s'exprime à travers la canso, à travers la chanson. Elle est chantée, elle est accompagnée de musique et tout. Chez les trouvères, très, très rapidement, on va délaisser la chanson et on va vouloir développer ça de façon plus profonde, plus substantielle à travers les romans qu'on appelait les romans courtois. Alors, vers la fin du 13e siècle, elle va se heurter, cette forme romanesque, cette esthétique courtoise, à la morale chrétienne, à laquelle elle s'avère finalement inassimilable parce que c'est pas tout à fait réconciliable avec le dogme chrétien d'encourager l'adultère. On s'entend, c'est contraire aux sacrements les plus fondamentaux, les plus essentiels de la religion. Le mariage, c'est quelque chose c'est une institution qu'on doit respecter. Alors d'encourager l'adultère, c'est pas tout à fait acceptable. Mais autant que faire se peut, on essaie de réconcilier ces fantasmes littéraires avec une pratique un peu plus chrétienne. Et il y a des tensions entre les clercs, qui sont des hommes de foi, et des trouvères qui sont des laïcs, qui vont écrire des choses un peu à rebours, parfois, du canon. Alors, les derniers troubadours, au lieu de prier une dame profane et chanter les louanges de telle ou telle belle dame qu'ils ont aperçue au détour d'une promenade, vont se mettre à s'adresser à une seule dame, la seule qui compte, la plus belle, la plus haute d'entre toutes, et c'est bien sûr la Vierge Marie. Alors, vous avez, à la fin du 13e siècle, une poésie mariale, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que le seul sujet, c'est Marie, qui se développe et qui, franchement, intéresse pas tout le monde. Hein? C'est pas, à mon sens, les plus beaux morceaux de poésie, parce que ça tourne un petit peu en rond. Et on fait l'éloge de Marie, mais c'est vidé de toute cette dimension de tension érotique, bien sûr, parce que l'érotisme et Marie, ça ne va pas ensemble. Alors, vous avez enlevé toute la charge vitale de cette poésie-là. Elle est un peu éviscérée. Tout ça pour que les prêtres soient plus à l'aise, les clercs soient plus à l'aise à jongler avec ces thèmes. Alors, on enchaîne tout de suite avec le roman courtois, et c'est le deuxième point de notre cours aujourd'hui. Alors, il commence quand vraiment le roman courtois? À quelle époque est-ce qu'on s'est mis à écrire des romans courtois? Essentiellement, c'est autour de 1150, 1160. J'ai dit qu'il y avait une translatio qui avait amené la poésie lyrique vers le nord, et très rapidement, on va adopter la forme romanesque pour raconter ces histoires. Ce sont des récits longs, des romans courtois. En regard du lait, par exemple, qui est un récit court, un récit bref. Quand on a regardé le lait de Marie de Champagne, le lait de chèvrefeuille, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a vu que c'était un texte très court en fin de compte. Mais les récits de Chrétien de Troyes vont être beaucoup plus longs, souvent en vers octosyllabiques, à rime plate, qui vont être écrits par un clerc et vont mettre en scène des exploits de chevaliers et des aventures amoureuses. Essentiellement, c'est ça le topo. Donc, vous voyez que ça correspond pas mal à tous les titres dont on a parlé, là, même des chansons de la matière antique, comme le roman de Thèbes, par exemple. On n'y penserait pas, mais le roman de Thèbes est écrit en pleine vague courtoise, et on pourrait très bien faire une lecture du roman de Thèbes, un roman antique, à la mode antique, comme un roman courtois. Oui, étonnamment moderne, ces romans. Et c'est ce qui est fascinant à chaque fois qu'on tombe sur un ou l'autre, là, autant les œuvres de Chrétien de Troyes que le Lancelot Graal, que les œuvres dont je parlais tout à l'heure. Quand vous lisez ça, en traduction surtout, bien sûr, en transposé en français moderne, c'est encore plus flagrant, on a ce sentiment là, d'une modernité là, qui est assez étonnant.
Quelles sont les caractéristiques de ces romans? D'abord, le roman reflète une vie de cour délicate, une certaine conception aristocratique de l'amour. C'est pas l'amour à portée des paysans, des paysannes. C'est des gens sophistiqués, c'est des gens raffinés, c'est des gens qui possèdent une certaine éducation, qui sont capables de lire, ce qui ne va pas de soi pour tout le monde, hein. Les chevaliers, souvent, sont des brutes épaisses qui n'aiment pas lire, mais on encourage, en tout cas, une certaine culture et ça donne lieu à une conception aristocratique de l'amour. Samuel, vous avez levé la main? Oui, ben vous dites justement, Chevalier sur niveau épais, justement, dans la série Camelot, on nous montre, je sais, c'est pas une référence, mais je veux dire, on nous montre souvent que les chevaliers, ça peut être absolument n'importe qui, même si c'est pas nécessairement de noblesse. Est-ce que c'est juste pour la série ou est-ce que c'était aussi comme ça à l'époque? Les chevaliers sont souvent issus de la noblesse. Ils peuvent être de la petite noblesse, ils peuvent être barons. Et tous ceux qui ont les moyens de se payer une armure, puis un équipage, puis un écuyer, puis un écu, peuvent prétendre jusqu'à un certain point, puis il va y avoir des usurpations de titres et tout. C'est pas n'importe qui exactement, mais quand on voit quelqu'un comme Perceval dans la série Camelot, on a l'impression effectivement que n'importe quel zouf peut devenir chevalier. Alors là, peut-être qu'il peut faire le départ et réaliser que c'est pas à la portée de n'importe qui non plus. Le héros est un preux, mais n'a plus dans ses romans de fonction essentielle. L'amour est la grande affaire de sa vie. Si vous pensez par exemple à Cligès ou Érec et Énide plutôt, Érec et Énide, Érec, au départ, va délaisser la chevalerie pour son amour. Puis à un moment donné, sa douce lui reproche. Elle dit, ben là, moi je t'aimais parce que tu étais un brillant chevalier, mais là, tu t'assois sur ton steak et tu fais rien. Il faut me mériter, hein? Alors, il va s'employer à s'illustrer, il va renouer avec les exploits chevaleresques pour rester digne de sa dame. Donc, dans ses romans, le chevalier devient un peu oisif. On a l'impression qu'il n'y a que l'amour qui compte et il fait tout pour multiplier les rencontres. Et même les actions de Lancelot, par exemple, ne sont pas des actions de conquête, c'est des actions de participation à des tournois pour s'illustrer, pour rester digne de l'amour de Guenièvre, par exemple. Alors, ces romans s'adressent à un public cultivé, on comprend bien, dont il flatte le goût littéraire. Il s'agit de faire plaisir, de correspondre le plus près possible à un horizon d'attente, avec des allusions à d'autres héros romanesques qui sont bien connus. Alors, on aime bien les clins d'œil parce que ça chatouille notre culture, hein. On aime ça quand on reconnaît des références. Ah oui, ici, il y a un clin d'œil fait à Virgile. Ici, c'est évident qu'il pense à Horace. Ici, c'est Stas, bien sûr, qui est évoqué. Alors, ça chatouille notre culture et on peut apprécier ça avec toutes sortes de descriptions d'objets d'art qui sont représentés dans les épisodes romanesques et qui plaisent particulièrement aux dames. Cette culture, ces textes infusés de culture, ça plaît beaucoup aux dames. Les gars ne voient rien passer. Ce sont des brutes épaisses, je le disais. Donc, c'est surtout pour les femmes que c'est fait. Le texte n'est plus chanté à cette époque-là. Et là, c'est un changement important parce que la poésie, jusqu'alors, et les productions comme les chansons de geste, étaient essentiellement chantées systématiquement. Et à l'époque de cette translation lyrique, chez les Trouvères, on ne chante plus les textes. Il faut pas imaginer que Chrétien de Troyes a fait jouer avec musique, ménestrel et tout, ces textes. Il les faisait lire ou les lisait lui-même. Alors, c'est pas comme la chanson de geste, c'est pas comme le canso, mais ces textes étaient lus à haute voix, en petit comité, souvent dans la chambre des dames. Alors, les femmes se réunissaient avec leurs dames de courtoisie et on se délectait de ces textes, de ces romans d'amour, où les unes et les autres étaient en pamoison devant les exploits amoureux des uns et des autres. Alors, il n'exalte plus le texte, une collectivité, mais invite à l'évasion. Alors, c'est pas comme la chanson de geste, l'idée n'est pas d'exalter la France, le sentiment national, de dire « Ah, Charlemagne était un empereur formidable et quelle belle époque que la sienne ». Non, là, c'est des romans d'évasion. On évoquait Harlequin tout à l'heure, sans vouloir ravaler les romans courtois à ce niveau-là, c'est pas leur faire honneur que de dire ça, mais oui, c'est un petit peu les romans harlequins du temps. Ça faisait rêver les dames et ça servait à ça. Et on les produisait justement pour ça, pour alimenter ce goût très marqué pour les romans d'amour. On avait envie de rêver d'hommes courtois, élégants et qui savent s'y prendre avec le cœur des dames. Alors, ça incarne un rêve de bonheur.
un sentiment de force, la volonté aussi de triompher de l'adversité, du mal, de se dépasser pour s'illustrer et mériter l'amour de sa dame. Et la naissance de ce nouveau genre est à mettre en rapport donc avec une évolution de la société, caractérisée notamment par l'influence grandissante des femmes et le développement de l'éthique courtoise. Alors, il y a un certain nombre d'avatars que je veux vous présenter parce que là, on parle beaucoup des romans de Chrétien de Troyes, puis vous pensez peut-être que le roman courtois, c'est essentiellement ça, mais il y en a d'autres. Et on pourrait classer très bien, ça se défendrait, ça tiendrait la route, on pourrait y consacrer une dissertation, la triade classique du roman de Thèbes, d'Énéas, du roman de Troyes, parmi les œuvres du courant courtois, du roman courtois. Alors, il y a des histoires d'amour là-dedans. C'est pas évident quand on pense à Thèbes puis à Oedipe. On se dit, ouais, ça ne se prête pas nécessairement a priori, mais il y a des valeurs courtoises qui sont véhiculées là-dedans. Donc, à la limite, vous voudriez consacrer votre dissertation à ces romans, ce serait possible. Si vous êtes curieux de voir ce qui se passe dans le roman de Troyes, vous pourriez très bien y trouver des manifestations d'amour courtois. Est-ce que c'est parfaitement courtois? Non, mais il y a assez d'éléments pour développer une dissertation et s'en tirer très, très bien. Vous avez aussi, dans cette variation des avatars, le roman breton, bien sûr. Vous avez le roman idyllique. Alors ça, c'est un certain nombre de textes comme Fleur et Blanchefleur, un petit roman romantique par excellence qui a eu beaucoup de succès. Aucassin et Nicolette, une histoire super sympathique qui prend la forme d'une chante fable, un texte, un prosimètre en fait, qui alterne donc la prose et la poésie versifiée. Et il existe une seule version de ce genre. Je veux dire, personne au Moyen-Âge avait pensé à ça avant Aucassin et Nicolette. Et il existe par ailleurs un seul manuscrit à l'origine d'Aucassin et Nicolette. Et c'est celui-là qu'on a reproduit aujourd'hui et qu'on peut consulter à loisir là, dans bien des livres, bien des éditions à travers les temps. Mais ça a failli nous échapper, ce texte, qui est un petit bijou d'histoire d'amour tout à fait charmante entre donc Aucassin qui aime Nicolette, fille d'esclave, qu'on ne veut pas lui laisser épouser parce qu'elle n'est pas dans la bonne catégorie sociale. Mais on apprend, coup de théâtre, que en fait, Nicolette est fille de roi. Donc, tout est permis. Ils vont pouvoir vivre leur amour, en fin de compte, si je me souviens bien. Ça tourne autour de ça. Vous avez le roman allégorique aussi, qui fait partie de ça. Et le roman allégorique, c'est essentiellement le roman de la rose. L'exemple par excellence du roman allégorique, c'est le roman de la rose, dont on va parler à présent, parce que c'est une des œuvres les plus importantes du Moyen Âge. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, il faut au moins en dire quelques mots. Et avant d'en venir au cycle du Lancelot Graal, et ça s'en vient, ne vous en faites pas, je veux m'attarder un peu à ce roman que j'ai relu en vitesse le week-end dernier parce que je voulais me le mettre un peu dans la tête. Là, ça faisait longtemps, ça remontait à mes études à l'Université de Montréal, mes premiers contacts avec ça. Et c'est pas une lecture facile, c'est très, très long. Alors, je ne voulais pas le lire au complet nécessairement, mais je voulais pouvoir me rafraîchir la mémoire. Donc, le roman de la Rose, c'est une véritable somme allégorique et encyclopédique. Alors, on l'intitule le roman, mais ça constitue en fait une sorte de double miroir aux amoureux qui correspond donc à cette somme allégorique et encyclopédique de 22 000 octosyllabes. C'est immense, 22 000 octosyllabes, à rime plate, qui résume à peu près tous les thèmes de la courtoisie dans sa première partie, surtout. Vous allez voir qu'il y a deux parties. Et aussi dans la deuxième, de la philosophie des 12e et 13e siècles. C'est pour ça qu'on parle d'une œuvre allégorique, encyclopédique. Allégorique, ça veut dire quoi? C'est qu'on va on va mettre en scène des abstractions, des personnifications. Il y a des personnages qui interviennent dans le texte qui sont des abstractions comme haine, qui est un personnage qui parle, qui interagit avec l'auteur, l'amant, félonie, vilainie, courtoisie, envie, vieillesse, papelardise, pauvreté, malbouche, danger. Ce sont des personnages que l'auteur va rencontrer dans un songe qu'il fait, en fait, où il entreprend de raconter les étapes initiales du parcours amoureux, en quelque sorte. Alors, c'est la prochaine diapositive. Le premier roman de la Rose, donc, composé vers 1230, il est le fait d'un poète qui s'appelle Guillaume de Lorris. Et vous allez voir que Guillaume de Lorris va être éventuellement suivi par un continuateur qui va complètement changer l'orientation du propos. Alors, si vous deviez faire une dissertation sur le roman de la Rose, il faudrait vraiment qu'elle porte sur la première partie, parce que la partie courtoise, c'est celle du roman de la Rose, enfin,
signé Guillaume de Loris, parce que son successeur, le continuateur Jean de Meung, dont on va parler tout à l'heure, a complètement perverti cette dimension courtoise. L'a tourné à la satire, à la dérision, et franchement, il n'est pas doux avec les femmes, il n'est pas tendre avec les femmes. Autant Guillaume de Loris les porte sur un piédestal, autant Jean de Meung les ravale, et ça va devenir un des interlocuteurs, bon, a posteriori parce qu'il est mort quand elle l'interpelle, mais de Christine de Pisan, dont on va parler bientôt. Christine de Pisan va en vouloir à mort à Jean de Meung d'avoir vilipendé les femmes et va défendre l'honneur, bafouer les femmes. Et ça va être un texte là, de référence pour montrer la misogynie des hommes à l'époque. Et Christine de Pisan va se porter à la défense des femmes, va vouloir écrire l'anti-roman de la Rose pour montrer à ses goujats de clerc que les femmes méritent d'être mieux traitées et considérées que ça. Alors, composé donc en partie donc par Guillaume de Loris, ça raconte les étapes initiales d'un parcours amoureux au milieu d'un jardin d'amour. Alors, c'est un songe, en fait. L'auteur s'endort et il fait un rêve. Et dans son rêve, il va rencontrer toutes sortes de personnages bizarres. C'est pas tous les jours qu'on rêve à des gens qui s'appellent Félonie, Bassès, Malbouche, médisant, autrement dit. Tout ça peut sembler un peu bizarre, abstrait certainement, mais c'est tout à fait dans le goût des médiévaux qui adorent les allégories. Vous allez voir, quand on parlait de théâtre, là, qu'il y a toute une fascination pour ces représentations allégoriques. Et ça, c'était tout à fait dans l'air du temps. Ce premier texte est la mise en récit, donc à travers la fiction d'un songe autobiographique. En partie, c'est l'histoire du parcours amoureux de Guillaume de Loris qui se raconte comment il a appris à approcher des femmes, puis à se comporter de façon courtoise, civile, avec plein de révérence. Donc, un songe autobiographique, des thèmes de la lyrique courtoise, une sorte de synthèse poétique, en fait, de la fine à mort. C'est comme si, intervenant à la fin du mouvement, plutôt vers la fin, en 1230, on est au 13e siècle, on est quand même assez loin de la production de Chrétien de Troyes. Et là, vous avez une espèce de somme où on essaie de tirer la quintessence de ce que c'est que la courtoisie et en montrer la plus fine fleur. Alors, une synthèse poétique de la fine à mort qui est alors à la fois à son apogée et aussi le début de son déclin, parce que ça commence à être moins populaire, ce courant-là, autour du 13e siècle. C'est un art d'aimer, ni plus ni moins. Alors, songe autobiographique, d'accord, c'est un rêve qui est raconté par le personnage, en fait, par l'auteur, et c'est aussi un art d'aimer, à la manière d'Ovide. Ovide avait écrit dans l'Antiquité un art d'aimer où il donnait les techniques de drague, finalement. Alors, vous allez au Colisée, vous voyez une femme, comment on l'approche? Comment vous la trouvez de votre goût? Alors, comment on l'approche? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on s'y prend? Ovide avait raconté tout ça dans son art d'aimer. Et c'est un peu ce qu'on veut faire ici, reproduire à la manière des anciens un art d'aimer sous la forme poétique. Alors, l'allégorie est utilisée avec beaucoup de légèreté. C'est pas une philosophie très, très profonde, en tout cas, certainement pas dans la section Guillaume de Loris. Parfois, c'est assez transparent, là, ce qu'on évoque. Il s'est prendre une rose. La rose, c'est la figure de l'amante. Alors, c'est pas très difficile de deviner en quoi ça consiste. Et quand tu as des personnages qui s'appellent Félonie, Villénie, Courtoisie, on sait à quelle enseigne ils logent. On sait que c'est pas des gens sur qui on peut compter. Il va faire intervenir des personnages de la mythologie antique, Vénus, par exemple, Amour, Cupidon, des choses comme ça. Et là, ça devient Jupiter, Saturne, ça devient une référence à des textes païens, borderline, pas iconoclaste, mais pas tout à fait conforme, bien sûr, à l'esprit religieux qui anime le siècle. Le roman de la Rose est achevé en 1270-1275 parce qu'il a été entrepris par Guillaume de Loris, qui meurt avant de l'avoir achevé. Et il va être repris plus tard, alors que Guillaume de Loris n'avait pas prévu le coup, il ne le souhaitait pas, par un clerc qui s'appelle Jean de Meung, clerc parisien, par ailleurs traducteur d'œuvres latines. Il a beaucoup fréquenté les œuvres de l'Antiquité et c'est un gars particulièrement ferré, et ça paraît, parce que s'il n'y a pas beaucoup de références culturelles dans la section Guillaume de Loris, c'est bourré de références dans la section Jean de Meung. C'est une encyclopédie, là. Tout le monde y passe, là, tout le gratin important de l'Antiquité, les auteurs sont tous nommés, passés en revue, y compris Cicéron, y compris Stas et les autres.
Ovide, bien sûr. Alors, le roman de la Rose est achevé donc par ce clerc parisien, un traducteur d'œuvres latines. Et cette deuxième partie est une véritable glose critique et ironique de la première. Il reprend un petit peu le propos de Guillaume de Lris pour s'en moquer, pour dire, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Et tellement que ça devient complètement l'envers. C'est-à-dire que si le premier valorisait la femme et la portait sur un piédestal, lui, il la diminue, il la ravale de façon impitoyable. Et franchement, misogyne, il faut le dire, avec Christine de Pisan, c'est une misogynie absolue que ce texte. D'accord, on rit parfois, c'est grivois à certains moments donnés, quand il va faire la conquête finalement de la rose à la toute fin. La rose, c'est plus seulement la menthe, là. Ça devient une métaphore assez transparente du sexe féminin. Là. Et on nous raconte dans une scène très, très grivoise comment il met la main dessus, là, littéralement. Alors, on est loin de la courtoisie et n'allez pas consacrer votre dissertation à cette deuxième partie en disant ben, « je vais illustrer en quoi ça relève de la courtoisie ». On pourrait récupérer ça dans la perspective de la bonne à mort qui est valorisée par le texte comme une institution respectable, le mariage. La femme dans le mariage est respectée, respectable, mais en dehors du mariage est sans intérêt finalement. Le ton est beaucoup plus lourd et démonstratif dans cette partie. Franchement, il faut être motivé pour lire ça aujourd'hui. Moi, j'y ai pris un certain plaisir, mais c'est bourré de références, d'étalage de culture, de name-dropping. Et c'est un peu agaçant. Là. Si on ne les connaît pas, en plus, ces auteurs-là, ça nous passe un petit peu par-dessus la tête. Mais quand on reconnaît les allusions, c'est assez sympathique. L'amant perd progressivement ses illusions courtoises et va jusqu'à cueillir la rose, donc dans cette scène d'une obscénité à peine voilée. Prise de position sur l'actualité, il y a des thèmes qui sont remplacés par des conseils cyniques, des digressions philosophiques inspirées de contemporains. Il y a des exposés scientifiques, des prises de position sur l'actualité, c'est-à-dire qu'on fait référence à des événements qui ont lieu en ce moment, au moment où il écrit ça, et il se prononce, ce qui est un peu étonnant dans le cadre d'une œuvre poétique de ce genre. Alors, c'est un drôle de mélange, c'est une œuvre absolument fascinante. Le roman de La Rose connaît un succès absolument retentissant, durable, surtout grâce à cette deuxième partie, qui malheureusement est celle qui a le plus de traction. Au début du 15e siècle, il va faire l'objet de la première querelle écrite de la littérature française, lorsque Christine de Pisan, justement, s'attaque aux positions antiféministes de Jean de Meun. C'est aussi un livre de référence pour la Renaissance. Et c'est peut-être le seul texte qui échappe au mépris généralisé qu'ont les gens de la Renaissance pour le Moyen-Âge. Parce que c'est eux, les gens de la Renaissance, les humanistes, qui vont appeler le Moyen-Âge ainsi, parce que pour eux, c'est un âge ténébreux, obscur, un âge moyen entre l'âge d'or de l'Antiquité et cette Renaissance qu'ils sont en train de vivre. Et pour eux, il n'y a pas grand-chose qui mérite d'être sauvé. Mais attention, le roman de la Rose, oui. Pour Clément Marot, notamment, qui va le reprendre et l'éditer, c'est un des plus beaux trésors de la littérature française du Moyen-Âge. On en vient au troisième et dernier point, c'est le Lancelot Graal, et ça avance quand même rondement. On n'a même pas une heure de fête, et puis on est au troisième point. Il y a de l'espoir. Vous n'êtes toujours pas mort aussi. Pardon? Vous n'êtes toujours pas mort. Non, non, pas encore tout à fait. Formidable, c'est tout en Pas encore tout à fait. Il faut dire que je me suis dopé considérablement au Twizzler. Le sac était plein avant que je commence, et il reste moins d'un quart. Ça peut être un coma diabétique. Oui, ça pourrait arriver. Si je tombe d'un coup, là, c'est sans doute à cause de ça. Alors, c'est écrit le cycle au complet qui comporte plusieurs ouvrages, on va le voir, entre 1215 et 1235. C'est celui qu'on a appelé le Lancelot Graal ou le cycle Vulgate. Et Vulgate, on l'entend presque au terme sacré, c'est le livre de référence. C'est le canon véritablement du roman arthurien. C'est lui qui doit faire autorité. Alors, quand on se demande si Lancelot a rencontré Guenièvre de cette manière-là, puis il y a différentes versions, non, non, non. On regarde ce que dit Lancelot Graal, puis c'est ça la version qui compte. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Lancelot a rencontré Guenièvre dans ce contexte-là, et peu importe ce qu'on dit ailleurs, ça ne compte pas. De même, Perceval, tantôt, est celui qui va conquérir le Graal dans certaines histoires, et puis dans le Lancelot Graal, le cycle Vulgate, ce n'est pas lui, c'est pas Lancelot, parce que les deux ne sont pas assez dignes d'y arriver. C'est pas Bohort, qui est un chevalier extraordinaire. Bohort qui n'a rien à voir avec ce couillon de Bohort de Kaamelott. Si vous avez vu Bohort,
qui est un personnage important dans Kaamelott, la série télévisée française. On nous le montre comme un lâche de la pire espèce, mais c'est un des plus valeureux chevaliers qui soit. On le voit dans La mort du roi Arthur. Mais il n'est pas encore assez digne non plus de cette conquête du Graal. C'est finalement Galahad, le double mystique de notre Lancelot national. Là, il y a quelqu'un qui a son micro encore ouvert. Je vous invite à fermer vos micros parce qu'il y a un retour de son parfois quand il y a des micros ouverts. Alors, c'est ce cycle qui se compose de 5 branches. Ces branches, c'est 5 romans. Qui n'ont pas été produits nécessairement dans l'ordre que je vais présenter, mais qui sont présentés ici dans l'ordre logique. C'est-à-dire qu'on s'entend pour dire que l'histoire de Saint Graal, ça arrive avant la mort du roi Arthur, parce que ça concerne le Christ, ça concerne Joseph d'Arimathie, comment Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ dans la coupe qui avait servi aussi par ailleurs, nous dit la tradition, pour la scène. Alors, cette histoire du Saint Graal est essentiellement consacrée à la légende de Joseph d'Arimathie. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette coupe? Ses propriétés miraculeuses, parce que du moment qu'elle a reçu le sang du Christ, on va se rendre compte qu'elle a des propriétés formidables. Il va être emprisonné à un moment donné et il ne sera pas alimenté par ses geôliers, mais va survivre néanmoins parce que la coupe qui contient encore du sang de Jésus-Christ le nourrit en quelque sorte. Alors, le maintient en vie et très longuement. Il va aboutir un jour en Bretagne, ayant apporté avec lui le Graal et aussi la lance, la fameuse lance qui a servi à percer le flanc du Christ pour l'achever sur la croix. Alors, c'est l'histoire du calice qui est un peu compliquée, qui nous est racontée dans cette histoire de Saint Graal. Et ce serait la même coupe, imaginez-vous, que Jésus aurait utilisée pour la scène. Ça va, on l'avait dit. Pour recueillir le sang du Christ, Joseph d'Arimathie aurait utilisé aussi cette coupe. Et c'est dans cette coupe que Ponce Pilate se serait lavé les mains en promulguant l'ordre d'exécuter Jésus. Alors, c'est pas une simple écuelle ayant appartenu à Jésus. C'est vraiment un truc qui a été touché par tout le monde, là, qui a été partagé par tout le monde. Et voilà, on explique un peu comment il s'est ramassé en Grande-Bretagne éventuellement, apporté par Joseph d'Arimathie. Le corps du Christ en croix, donc saigne, va permettre à Joseph d'Arimathie et Nicomède de recueillir le sang dans l'écuelle qui va être apporté par la suite en Angleterre. Malgré bien des déboires et grâce à la protection divine, Joseph va parvenir à préserver donc le précieux calice et c'est ce qu'on nous raconte là-dedans. Alors, il y a eu plein d'histoires autour de ça. Je suis en train de lire, moi, dans mes heures d'insomnie, encore hier, je le faisais, un roman du Moyen-Âge écrit par Hubert Gagnon, un auteur québécois que j'avais invité dans mon cours, justement, l'année dernière, au cours de création littéraire, qui a écrit, c'est un historien, il a écrit des romans historiques, et je suis en train de lire Damné. Ça se passe à l'époque des croisades, la croisade contre les Albigeois, les Cathares, et il est question du Saint Graal. Et il développe toute une hypothèse très intéressante, à savoir que le Saint Graal aurait été conservé, enfin, en France à cette époque-là et faisait partie d'une espèce de conspiration cathare là, pour préserver la vérité. Et je suis rendu au 3e roman, c'est vraiment intéressant. Le Graal se retrouve aussi dans le film d'Indiana Jones, un peu partout. Vous avez des avatars de ça très, très nombreux. C'est vraiment une histoire qui fascine parce qu'on associe au Graal des propriétés extraordinaires, des propriétés mystiques. Alors, j'enchaîne avec le prochain. Bon, c'est l'histoire du calice. C'est un récit d'aventure merveilleuse. Dan Brown aussi, il fait référence, tout à fait. Le Graal est un élément important dans la mythologie littéraire moderne. Écoutez, même les dessins animés en parlent. J'ai plein d'exemples de la sorte là, qui me traversent l'esprit. C'est vraiment devenu quelque chose d'énorme. Et déjà à l'époque, ça fascine parce que ça a été en contact avec Jésus-Christ. On a le culte des reliques. N'oubliez pas que Charlemagne se déplace à Jérusalem pour aller chercher un morceau de clou de la croix, un morceau de la croix elle-même, des dents de saint et tout. On a une fascination, un fétichisme pour les reliques qui est un peu malsain à mon sens, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et là, on a une relique extraordinaire. Là. On a quand même là un vase qui a été en contact étroit, intime avec le Christ. Alors, c'est ça que ça raconte essentiellement. Vous avez un extrait, je ne le lirai pas, je l'ai mis sur
le souhait de cette semaine. Et je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour vous orienter. Alors, je vais faire un nouveau partage et je vais vous mettre ça ici. Pas ça, ici. Voilà, ici. Alors, ça ressemble à ça. Alors, j'ai choisi une image que je trouve sympathique. Apparemment, c'est une toile du 19e siècle. C'est absolument pas d'époque, c'est pas contemporain, mais ça représenterait Tristan en train de faire la cour à Iseux. Et le roi Marc, il se dit, est-ce que je devrais m'inquiéter, moi? Cocu complaisant ou cocu malgré lui, il se pose des questions, mais il n'est pas sûr qu'il se passe quelque chose. Et moi, je ne sais pas. J'aurais vu ça, puis je me serais posé des questions. Enfin, alors, vous avez donc dans cette compilation un certain nombre de textes, une synthèse littéraire qui explique c'est quoi l'amour courtois. Vous avez des romans courtois qui sont présentés avec des liens vers ces romans. Vous avez le cycle du Lancelot Graal. Vous allez trouver rapidement, ça c'est Guenièvre qui est représenté, encore dans une toile du 19e siècle. J'aime bien ces peintres pompiers académiques du 19e siècle. Et ici, c'est des pré-raphaélites, en fait. Vous avez Lancelot qui est représenté ici. Alors, la dame avec sa cour. Et vous avez le Lancelot Graal avec tous les liens vers les histoires dont je vous parle. L'histoire de Saint-Graal, c'est là. Si vous cliquez là-dessus, ça vous mène directement sur le texte. L'histoire de Merlin est là aussi, le Lancelot propre. Hélas, c'est des textes dans la version originale. Ça peut être un peu difficile à lire, mais si vous voulez impressionner votre professeur, vous pouvez citer le texte dans la version originale. Il va vraiment être épaté. Ils sont comme ça, les profs. Hein? On peut les rouler dans la farine facilement. La quête du Saint Graal, la mort du roi Arthur, vous les trouvez aussi ici. Donc, l'histoire de Saint Graal, vous allez voir un extrait dans le texte en ancien français. C'est le moment où Joseph d'Arimathie recueille le sang du Christ. Alors, c'est assez facile à comprendre. À sa suite, vous avez l'histoire Merlin. Et là, on détaille la production, les années de production approximatives. C'est entre 1230 et 1235. On n'a pas les dates exactes. Vous allez voir que 1215, 1225, ça a été écrit avant Merlin. Donc, l'ordre dans lequel je vous les présente, c'est l'ordre logique, mais ce n'est pas l'ordre chronologique de la production. Alors, j'arrête ce partage-là et je vais partager à nouveau la présentation PowerPoint. Donc, on ne lit pas cet extrait, mais je vous invite quand même à aller voir sur le site de cette semaine, enfin sur le souhait de cette semaine, ces textes qui sont très beaux, très intéressants. Et on avance avec donc le deuxième texte dans la série, si on suit pas la chronologie de la composition, mais la chronologie de l'histoire, c'est l'histoire de Merlin. Alors, son rôle dans la légende arthurienne, ça va être d'aider à l'accomplissement du royaume de Bretagne. C'est un personnage de magicien qui va être très près d'Arthur et qui va présider donc à son développement et à son couronnement et qui va faire en sorte que Arthur devienne le roi admirable dont la Bretagne a besoin. Il a une sagesse légendaire, nous dit-on. Il est l'ami et le conseiller du roi Uther Pendragon. C'est le père d'Arthur d'abord. C'est là qu'on le rencontre au moment où, après avoir raconté sa naissance, on apprend qu'il est le fruit de l'union d'un démon, d'un incube, un démon qui violait les femmes dans leur sommeil, d'un incube et d'une mortelle, et qui donne naissance donc à ce sorcier qui est un homme bon, néanmoins, même s'il est né d'un démon. Il tient davantage de sa mère, il faut croire, et qui va devenir l'ami, le conseiller du roi Uther Pendragon. Alors, si vous lisez un jour Excalibur, enfin, si vous voyez le film Excalibur de John Boorman, vous allez retrouver une représentation de l'histoire de Merlin qui est reprise dans ses grandes lignes et d'un Merlin tout à fait sympathique. J'aime beaucoup l'acteur qui le joue dans le film, il est fantastique. Vous allez voir qu'on rit bien avec ce personnage-là, alors que pour le reste de l'histoire, c'est assez grave, assez lourd. Il y avait un commentaire. Oui, drôle, effectivement. Il est très drôle, ce Merlin, dans ce film. Alors, c'est lui qui va organiser le défi d'Excalibur. C'est lui qui va avoir l'idée de consacrer roi celui qui sera capable de retirer de la pierre l'épée Excalibur, qui va permettre finalement à Arthur, fils illégitime d'Uther, de succéder à son père. Ce n'était pas évident parce que c'était un fils qu'il avait conçu en dehors des liens du mariage. Merlin essaie de l'imposer et la façon d'y arriver, c'est d'en faire celui qui va réussir à
à sortir Excalibur. On avait promis le royaume à celui qui aurait la force de sortir Excalibur et Arthur va la sortir sans effort du rocher. Il va inciter aussi Arthur à fonder la table ronde. Alors, c'est lui qui est à l'origine de la table ronde, c'est ce que nous dit l'histoire Merlin, afin que les chevaliers qui la constituent puissent se lancer dans des missions relevant du mythe, comme la fameuse conquête du Graal notamment. Et à la fin de sa vie, malgré toutes ses connaissances, son pouvoir magique, Merlin ne pourra rien contre la destinée du royaume de Bretagne et la fin tragique du roi Arthur. Et vous savez qu'il s'est beaucoup effacé. Hein. Dans la mort du roi Arthur, on ne le voit plus. Il est évoqué une ou deux fois, mais il n'est pas là. Alors que dans le film de John Boorman, il est très, très présent. Mais retenez que le film de John Boorman est basé sur La Morte d'Arthur de Thomas Malory, qui est un autre avatar de la même histoire. Ce n'est pas exactement les mêmes circonstances. Alors, il ne sera pas mêlé à la fin tragique. Il n'a pas pu la prévenir. Il l'a vu venir, mais il n'a pas pu la prévenir à cette fin eschatologique, fin du monde, là, pour tous ces gens qui vont mourir tour à tour. Maxime, vous avez levé la main? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on considère comme canon? Le cycle du Lancelot Graal. Les Anglais vous diraient non, c'est Thomas Malory, mais Okay. Les spécialistes du Moyen-Âge en général considèrent que c'est la Vulgate qui fait autorité, là. C'est pas Perceval qui, comme c'est montré dans le film de John Boorman, accompagne Arthur jusqu'à la mort, c'est Giflet. Donc, il faut faire attention de ne pas mêler ces cartes là, quand vous allez parler de ce texte-là, en dissertation par exemple. Si vous avez lu rapidement La mort du roi Arthur et vous comptez surtout sur le film de Boorman et votre mémoire vous amène à privilégier des épisodes de ce film, vous allez tomber à côté de la question parce que c'est Je le fais sur le film d'Indiana Jones, moi. Ah oui. Les 2 minutes où on voit le roi Arthur. Oui, non, ça c'est... En fait, c'est pas le roi Arthur, hein, c'est un chevalier. Non? C'est un chevalier qui est chargé je pensais que c'était le roi Arthur. Non, c'est un chevalier qui est chargé de la garde, là, puis qui a envie de se faire relever, là. Mais ça fait longtemps qu'il est là, en fait. Mais c'est pas lui. Alors, le personnage est en quelque sorte christianisé, parce que c'est quand même le fils d'un démon, hein. Il fallait le rendre sympathique. Et il ne faut pas oublier que dans les continuateurs, il y a des clercs. Et parmi ceux qui ont écrit le cycle du Lancelot Graal, c'est une équipe d'écrivains. Ce n'est pas un seul auteur, c'est plusieurs écrivains, plusieurs mains qui ont travaillé. Il y a des clercs cisterciens, des moines d'une abbaye avec un ordre extrêmement rigoureux, très, très discipliné, mais qui ont une vision sombre du monde, eschatologique, qui vont entraîner justement tout ça vers un discours presque religieux de fin du monde, d'Apocalypse, tout à fait en phase avec la conception chrétienne du monde. Alors, ça ne parle pas de Dieu à tout propos, et heureusement, parce que ça aurait peut-être rendu ça un peu moins intéressant, mais on voit qu'il y a une christianisation, un discours de plus en plus religieux qui s'installe, discours de fin du monde, très, très présent, très prégnant dans La mort du roi Arthur. Alors, son rôle est de guider et de conseiller les puissants. C'est l'archétype du druide aussi, c'est une référence explicite aux druides celtiques. On pense au premier des druides de notre enfance, à Panoramix. Alors, Merlin est un peu un Panoramix aussi, là. Il fait des concoctions, des potions et pratique cette magie cultuelle. Et là encore, dans Camelot, on a une représentation absolument détestable de Merlin, qui est un couard, un lâche de la pire espèce, dont les pouvoirs sont très douteux, qui ne semble pas capable de faire de grand-chose de sa magie. Mais c'est très drôle, ça donne des scènes vraiment dramatiques. C'est l'occasion d'aller voir sur YouTube un peu, ceux qui ne connaissent pas ça, là. Il y a plusieurs versions du livre 1, du livre 2, du livre 3, et les sketchs qui durent 3 minutes à peine sont souvent très, très drôles. Moi, je me roule par terre quand j'écoute ça, là. Surtout quand on reconnaît les personnages, puis on sait à quoi ils devraient ressembler et comment ils se comportent de façon complètement décalée. Alors, pouvoir magique, connaissance surnaturelle, toutes sortes de choses qui le caractérisent. Proximité avec la nature, pouvoir magique, donc, rôle de guide et de conseiller des puissants. Dans un monde chrétien en plein essor, c'est celui qui représentait ce qui restait de la tradition ancienne, le monde druidique qui était moribond déjà. On en vient au Lancelot, et là je ne lis pas l'extrait, vous avez aussi sur le site de cette semaine, le souhait de cette semaine, vous avez aussi un texte tiré du Merlin. Alors, on ne lira pas ça ici. On va poursuivre avec Lancelot, qui est un autre des romans du Moyen-Âge que j'ai lu et qui m'a absolument fasciné. Si vous avez l'occasion de le lire un jour, je dirais que c'est probablement meilleur encore que La mort du roi Arthur, mais beaucoup plus long.
Et ça peut sembler redondant parce que c'est plein d'aventures de chevalerie, les exploits de Lancelot, son enfance, son développement, comment il devient le parfait chevalier courtois, comment il rencontre Guenièvre et tout. J'ai eu un bonheur extraordinaire à lire ça quand j'étais au bac à l'Université de Montréal. J'en garde un souvenir là, ému encore aujourd'hui. Alors, si vous avez l'occasion de lire ça un jour, là, c'est vraiment, vraiment 100 fois, 1000 fois meilleur que Chrétien de Troyes ou Yvain le Chevalier au Lion, pardon Maxime. Mais c'est certainement plus intéressant, je pense, comme texte. Alors, dans le Lancelot Graal, le Lancelot du Lac, en fait, qu'on appelle aussi le Lancelot propre. Alors, si vous m'entendez dire à un moment donné le Lancelot propre, c'est le Lancelot à proprement parler. Okay? Quand on parle du Lancelot à proprement parler, c'est le Lancelot du cycle Vulgate. C'est la référence. Il y en a d'autres, des Lancelots, mais lui, c'est la référence. Alors, on va raconter les enfances Lancelot, comme on avait raconté les enfances Merlin, les enfances Guillaume. C'est une formule en ancien français pour dire l'histoire de leur enfance, finalement. Enfance Lancelot, comment il s'est développé, comment la Dame du Lac va le protéger, va le guider dans son évolution. Ses aventures, très nombreuses et un peu redondantes, il faut l'admettre. Son amitié presque suspecte, je dis suspecte, mais je dis ça sur un ton sympathique, là, avec un certain Galao, avec lequel il va se faire enterrer à sa mort. Hein. Vous savez que dans la mort du roi Arthur, quand Lancelot meurt, il demande d'être enterré à côté d'un homme, pas de Guenièvre, pas proche de sa reine, mais à côté d'un chevalier avec qui il a eu une relation amicale qui est presque une relation amoureuse. Là. Moi, je le voyais comme ça. Je lisais l'histoire, là, puis à un moment donné, en plus, je pense qu'ils passent la nuit tout nus, collés l'un sur l'autre. C'est assez flagrant, en fait, pour moi. Je ne sais pas. Peut-être que mon souvenir me trompe, mais il y a quelque chose, là. Une amitié vraiment très, très forte, presque amoureuse, donc, entre Lancelot et Galao. On nous raconte les aventures aussi de ses amours, parce qu'il ne va pas connaître que Guenièvre, il va connaître aussi une autre qui va être la mère de Galahad. Et Galahad, c'est la réponse trouvée par les clercs pour racheter Lancelot. Lancelot est un pêcheur, et pour conquérir le Graal, il fallait trouver quelqu'un qui était sans tache. Et le moyen de trouver quelqu'un sans tache, c'était dans la descendance de Lancelot, quelqu'un d'aussi méritoire, quelqu'un d'aussi fort que lui, mais vraiment vertueux à l'excès, qui n'a jamais connu de femme, qui est vierge, qui est pure, et lui va pouvoir contempler le Graal. Remarquez qu'il meurt dans l'extase mystique, ce n'est pas nécessairement enviable comme sort. Je préfère celui de Lancelot qui survit à tout ça, mais c'est lui qui était digne de cette conquête. Vous avez un extrait de ça, qu'on ne lira pas aussi, je vous renvoie encore au souhait de cette semaine. On nous détaille les amours avec la reine Guenièvre, comment Lancelot va la rencontrer, comment tout de suite, c'est le coup de foudre pour ces deux-là. Hein, tout de suite, ouf! Les deux sont sidérés par la beauté, l'élégance, la courtoisie de l'un de l'autre. Et c'est aussi l'histoire avec d'autres femmes, parce qu'il y a eu la Dame de Malao, la fille du roi Pélès, qui va lui donner son fils unique, Galahad. On pense que Lancelot n'a connu qu'une femme, et Guenièvre, mais non, avant Guenièvre, il y en a eu d'autres. Et Lancelot fait tomber à peu près tous les cœurs. C'est pas seulement la dame d'Escalot, la demoiselle d'Escalot qui craque pour Lancelot. C'est à peu près toutes les femmes qui le croisent sur leur parcours. C'est aussi en parallèle, donc, cette histoire avec le roi Galao, seigneur des îles lointaines, avec qui il choisit de se faire enterrer, de reposer pour l'éternité, dans la tombe du château de la Joyeuse Garde. Vous avez, après ça, le roman de la quête d'El Saint Graal, comme tel, qui raconte, comme le titre l'indique, comment on se lance à la poursuite de ce Graal mystérieux dont on espère qu'il va sauver le monde arthurien de sa perte. Dans le roman de Thomas Malory, on nous dit que le roi est malade et que la seule façon de guérir le roi, c'est de trouver le Graal pour le ramener à ses forces vitales, ramener ses forces vitales. Alors, cette quête du Saint Graal va sanctionner l'échec de Lancelot, qui était le parfait amant, mais qui n'est pas le parfait chevalier, parce que entaché de péché impur, en fait. Alors, les secrets du Graal sont accessibles seulement aux mystiques, et les mystiques, ou ceux qui s'en rapprochent le plus, c'est Galahad, bien sûr, Bohort aussi, qui est très pur, et Perceval, presque assez pur. Alors, on va voir ces personnages-là intervenir. Il y a un truc super drôle dans la quête du Saint Graal, qui est l'histoire du siège périlleux. Il y a la cour du roi Arthur autour de
table ronde, un siège qui s'appelle le siège périlleux, où il ne faut pas s'asseoir parce que c'est un siège éjectable. Et du moment qu'on met le fessier dessus, on est propulsé à travers le plafond et sans ménagement. Et on meurt là, de commotion cérébrale là, parce que ce siège n'est réservé qu'à une seule personne. Il faut qu'il soit d'une pureté absolue. Et un jour, arrive un chevalier à la cour, dont on ne sait pas qui il est exactement, mais qui est assez impressionnant dans sa démarche, puis qui s'approche comme ça de la table ronde, puis qui vient, fait mine de s'asseoir sur le siège périlleux, puis on dit « Fais pas ça! » Et avant d'avoir eu le temps d'articuler quoi que ce soit, le type s'assoit confortablement, il ne se passe rien. Et on est émerveillé par tout ça, on se dit « Mais quel est ce prodige? » Et on voit apparaître sur le siège le nom du chevalier qui s'écrit automatiquement si se trouve le siège réservé à Galad ou quelque chose comme ça. Alors, on comprend que c'est le chevalier qui est destiné à conquérir le Graal parce que c'est le chevalier le plus pur, celui qui survit à l'épreuve du siège périlleux. Alors, c'est donc cette quête du Graal qu'on nous raconte à travers ça. C'est une histoire très, très détaillée avec deux types de chevaliers. D'une part, les chevaliers célestes, les purs, Galad, Bohort, Perceval, et les chevaliers terrestres, les pêcheurs, parmi lesquels on retrouve Gauvin et Lancelot. Et Gauvin, par sa démesure, par son hybris, ceux qui ont suivi le cours de Théâtre antique et son héritage moderne savent de quoi je parle, son orgueil démesuré va entraîner la perte de plusieurs chevaliers sur son chemin. Et c'est ces fautes, ces crimes qu'il commet qui vont entacher son destin et mener à sa perte. Samuel, vous avez levé la main? Ah, excusez-moi, voyons Zoom, voyons planter pendant un moment. Pouvez-vous juste répéter, s'il vous plaît? Je parlais du partage, du départage entre deux catégories de chevaliers. Les chevaliers célestes, les purs, qui sont incarnés par Galad, Bohort, Perceval, et les chevaliers terrestres, les pêcheurs, parmi lesquels on retrouve Gauvin et Lancelot. Gauvin étant entaché par la mort de plusieurs chevaliers qu'il a rencontrés sur son chemin à la conquête du Graal. Et il a piqué tantôt une crise, il s'est confondu, il s'est mépris sur l'identité de la personne, s'est battu avec sans savoir si c'était qui. Et après l'avoir tué, il se rend compte, oh zut, c'est un collègue. J'ai tué un collègue. C'est pas bon ça. Alors, il va en tuer 18 comme ça, des collègues. Alors, c'est assez honteux et ça va causer beaucoup de conséquences, ça va entraîner beaucoup de conséquences dans le dernier roman du cycle de la Vulgate, le roman La mort du roi Arthur. Et on progresse rondement parce que là, j'aborde le dernier point. Vraiment. Alors, deux catégories de chevaliers. Donc, les célestes, Bohort, Perceval, j'avais oublié de faire défiler les diapositives. Et les terrestres, dont Gauvin et Lancelot. Et j'avais un extrait à la suite que vous pourrez aller lire sur le souhait, bien sûr, qui s'y retrouve au complet. Les questions de Gauvin, d'Hector. On s'y perd un peu dans tous ces personnages. Il y en a vraiment énormément. Dans la saga au complet, là, le nombre de chevaliers énumérés, là, ça vous fait perdre un petit peu vos repères. Alors, on en arrive à la mort du roi Arthur. C'est quoi les sources de ce roman? C'est les œuvres, bien sûr, de Chrétien de Troyes, entre autres, qui ont inspiré un petit peu cette légende. Mais les œuvres de ce cycle se réclament souvent de la traduction d'un original latin qui serait dû à la main d'un certain Gauthier Mappe. Et on dit, ce conte que Gauthier Mappe a mis par écrit, c'est une pseudo-attribution, je vous l'ai dit déjà. Gauthier Mappe a vraiment existé. Il aurait vécu entre 1137 et 1209, grosso modo. C'est un clerc gallois qui a étudié à Paris, qui est l'auteur d'un recueil en prose latine de Nugis Curialum, je pense. On sait que donc c'est vraiment un type qui a existé, mais on est d'accord chez les philologues pour nier cette attribution et dire que Gauthier Mappe n'a rien à voir avec l'écriture de ça. C'est plus souvent l'œuvre d'une équipe d'écrivains. En fait, c'est plus certainement l'œuvre d'une équipe d'écrivains. Les personnages qu'on retrouve dans cette histoire, c'est Arthur, bien sûr, Guenièvre, Gauvin, Lancelot, Hector, et on finit par perdre le Nord parce qu'il y a tellement de noms. C'est dur de se rappeler que Hector, c'est le frère de Lancelot et Lionel, c'est le frère de Bohort et que ces deux-là sont dans le camp de Lancelot et de Guenièvre. Ils font tout pour protéger leur seigneur. Ce sont les vassaux de Lancelot et ils ont juré fidélité à Lancelot. Ils sont vraiment là, intraitables. Tout ce qui concerne Lancelot, ils vont faire en sorte pour toujours privilégier ses intérêts.
Ils sont au fait de la relation adultère avec la reine. Ils conseillent même la reine directement. Bohort parle avec elle, la sermonne des fois quand il trouve qu'elle est déraisonnable. Il se permet des mots durs avec elle. Et lui seul peut le faire parce que les autres ne sont pas au courant. Vous avez la demoiselle Escalot, qui est un personnage important aussi. Agravin, le frère de Gauvin. Gaëriet. Vous avez Mador de la Porte, Mordray, le fils du roi Arthur, qui l'aurait conçu avec sa sœur. Ce n'est pas clairement dit dans le roman, mais quand on lit autour, c'est le fruit d'une relation adultère avec une relation incestueuse plutôt, avec sa sœur, la fée Morgane. Et vous avez finalement Giroflée qu'on retrouve à la toute fin du roman. Alors, Lancelot est présenté dans ce texte comme le parfait chevalier courtois. Donc, ça reprend les points que j'ai dit. C'est l'œuvre d'une équipe d'écrivains. Lancelot est présenté comme le meilleur chevalier du monde. Et on n'en doute pas à voir ses exploits. Oui, OK, d'accord, il se fait blesser des fois, là, mais il triomphe de tout le monde, y compris de Gauvin, qui ne donne pas sa place. Et là, on apprend, et c'est presque drôlatique, que Gauvin a 76 ans, finalement. C'est tout ce temps-là, on s'imagine que Gauvin, c'est un homme dans la force de l'âge. On pense à Liam Neeson, qui joue le rôle dans le film de Boorman, et on se le représente un peu dans ces eaux-là. Mais non, on apprend que Gauvin, quand il se bat contre Lancelot, a 76 ans, bien sonné. Lancelot en a 55. Et le roi Arthur, qui se bat lui aussi comme un démené, a 92 ans. Et la reine ne doit pas être loin de ça, 85 bâtons autour d'eux. Alors, du coup, notre théâtre imaginaire est un petit peu gâché. Là. On s'imaginait un Lancelot très jeune, beau et tout. On peut être beau à cet âge-là, c'est sûr, mais certainement, ce n'est pas le jeune chevalier courtois qu'on imaginait. C'est quelqu'un qui est assez avancé en âge, qui est arrivé à la fin de ses aventures plutôt qu'au début. Alors, Lancelot est le parfait chevalier courtois. Et une des questions qui vous est posée, qui vous est proposée donc, dans la dissertation, c'est de montrer comment il est et demeure parfait, justement. C'est la question qui est relative aux dénégations. Et je vous le dis, c'est assez facile de repérer ces passages pour alimenter votre argumentaire. Vous n'avez qu'à repérer le moment où il se défend d'avoir aimé la reine d'un amour coupable. On lui dit à Lancelot, écoute, tu as trahi la confiance du roi, tu t'es tapé sa femme. C'est ignoble et c'est inacceptable. Et nous, on ne peut pas faire autrement que de regarder ça et de dire, oui, là-dessus, Lancelot a échappé le ballon. C'est clair qu'il a aimé la reine d'un amour coupable. Mais non. Et le pape va s'en mêler. Et le pape va dire, attention, est-ce qu'il y a eu flagrant délit? C'est-à-dire, est-ce que vous les avez pris les culottes baissées? Non, mais on est arrivé à la porte de la chambre qui était barrée à double tour. On a frappé, on a failli défoncer, mais on a vu surgir tout d'un coup le chevalier Lancelot, à peine habillé, dont on s'imagine qu'il s'est rhabillé en vitesse, avec un casque qu'il emprunte au premier chevalier qui croise et qui l'assomme. Et on peut faire la déduction assez facilement qu'il s'est passé quelque chose. Mais le pape dit non, ça ne suffit pas. Aux yeux du droit médiéval, il n'y a pas d'adultère si le crime n'est pas avéré, s'il n'a pas été constaté de visu. Il aurait fallu littéralement les prendre dans l'acte et ce n'est pas arrivé. Donc, Lancelot a absolument raison de dire qu'il n'a pas aimé la reine d'un amour coupable. Il a pris toutes les précautions pour ne pas être pris au piège parce qu'il sait que c'est la condition pour que cet amour se poursuive et que s'il devait agir autrement, il perdrait tout. Son statut de chevalier, l'amour de sa vie, l'amitié d'Arthur, et il n'est pas question pour lui de risquer ça. Il n'est pas épais. Et si les autres s'en étaient pas mêlés, si les jaloux s'en étaient pas mêlés, ça aurait parfaitement fonctionné. Et ça aurait profité au roi Arthur. Philippe demande, savez-vous si les autres volumes du Lancelot Graal ont été traduits en français moderne et s'ils sont encore disponibles? Oui, effectivement. Et si vous suivez les liens que j'ai donnés, il y a certains titres qui sont en français moderne. Sinon, faites une recherche, puis vous allez voir, au début du 20e siècle, il y a des traductions de ces romans-là. On peut les trouver en français moderne, là, puis Lancelot propre, l'histoire Merlin, La quête du Saint Graal, ça existe en français moderne. On peut tout lire ça en français moderne. Il y a des œuvres bilingues aussi, c'est intéressant. La page de gauche, c'est en ancien français, la page de droite en français moderne. Mon Lancelot, il faisait ça. C'était une brique plus grosse que la Bible et c'était bilingue. Alors, on se dit, Lancelot, finalement, c'est pas un homme intègre. C'est quand même quelqu'un qui trahit son meilleur ami, son roi.
il se tape la femme du roi. Je m'excuse, mais ça ne peut pas être un chevalier, un preux, un homme admirable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Lancelot, pour être le meilleur chevalier du monde, il faut qu'il ait placé son cœur entre les mains de la plus haute dame du monde. Et la plus haute dame du monde, c'est la reine Guenièvre. Alors, s'il veut pouvoir s'illustrer, s'il veut pouvoir se démener pour l'honneur et la gloire de la cour du roi Arthur, il n'a pas le choix de passer par là. Et celui qui en profite le plus de cette relation-là, c'est Arthur, parce qu'il a le prestige d'avoir à sa cour le plus haut chevalier, le meilleur chevalier du monde. Et le fait qu'il ait une relation adultère avec sa femme est indifférent parce que cette relation-là n'est pas connue. Et tant qu'elle reste inconnue, il n'y en a pas de problème. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Puis on se demande s'il n'y a pas chez Arthur une certaine complaisance à être cocu, finalement, parce qu'il y a des moments où il dit il me semble que c'est un peu bizarre de voir Lancelot toujours au chevet de Guenièvre. J'aurais peut-être me poser des questions. Puis là, après ça, 2 pages plus loin, non, j'oublie ça. Ou encore, il est accueilli chez la fée Morgane, il voit des tableaux peints par Lancelot autrefois qui représentent Guenièvre et lui dans une relation très nettement amoureuse. C'est assez flagrant. C'est clair que Lancelot m'a trahi et on se dit, ben ça y est, le secret est éméché, est éventé. On comprend que Arthur se sait cocu. Mais non, il va être frappé d'amnésie. Quelques pages plus loin, il oublie complètement cette histoire-là. Et quand les frères de Gauvin lui disent mon roi, c'est que Lancelot vous trahit avec la reine. Hein? C'est la première fois que j'en entends parler. Mais voyons, d'où ça vient ça? Et là, on se dit, mais il est con ou quoi? Ou complètement Alzheimer? Mais ça s'explique, il a 92 ans. Hein? Alors, à 92 ans, on en perd des bouts. Il n'est pas complaisant, mais il y a peut-être chez lui quelque chose qui comprend que c'est dans son intérêt de ne pas faire d'éclat avec ça. Et tant que son honneur n'est pas exposé, entaché, il n'y en a pas de problème, en fin de compte. Et ça aurait été tellement plus simple si les frères de Gauvin ne s'étaient pas entêtés à vouloir dévoiler cette histoire. Ils le font par méchanceté. Ils le font par jalousie. Ils le font par petitesse d'esprit. Et ils le font au détriment de la cour du roi Arthur. Parce que c'est toute la cour qui va prendre le bord. C'est tout le monde qui va mourir du fait de cette action-là. Ça va lancer les personnages dans un cycle infernal, dans un mécanisme implacable où il n'y a pas d'issue possible. Et ça mène à la mort d'à peu près tout le monde. Je ne veux pas gâcher le punch, là, mais c'est une fin assez dramatique qui attend les uns et les autres. Alors, comprenez donc que cette relation, elle est au cœur du roman. Lancelot est le meilleur chevalier du monde parce qu'il aime la plus belle dame du monde. Et c'est pour ça qu'on dit que dans l'autre question, Guenièvre est à la fois à l'origine de tout ce qui va bien à Camelot, de la gloire de Camelot, parce qu'étant la plus belle, la plus haute, la plus vertueuse, elle a attiré l'amour du meilleur chevalier du monde. Et le meilleur chevalier du monde sert la cour d'Arthur de la façon la plus extraordinaire qui soit. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à temps que les jaloux s'en mêlent. Il n'y aurait pas eu d'histoire, effectivement, dit Maxime, si les gens s'en étaient pas mêlés. Effectivement, il n'y aurait rien eu à raconter. Les gens heureux sont sans histoire et c'était peut-être pas souhaitable d'aller dans ce sens-là. Mais de là à nous servir une version complètement eschatologique où tout le monde meurt, ça me rappelle un roman de John Irving que j'avais beaucoup aimé, Le Monde selon Garp, où à la fin du roman, John Irving nous explique comment chacun des personnages du roman est mort. Il n'était pas obligé de faire ça. Et ça nous arrache le cœur parce qu'on s'est attaché à ces personnages, on les a suivis pendant 500 pages. Et là, il nous explique comment, des années plus tard, il meurt. Et à chaque fois, c'est une mort triste, absurde, douloureuse. Et c'est juste de la torture. Là. On n'a pas besoin de savoir ce qui arrivait à tout le monde, comment il finissait tantôt dans un couvent, un monastère. Oui, Maxime, vous avez levé la main? Et dans Six Feet Under aussi, je ne sais pas si vous avez vu la série. Non, je ne l'ai pas vu encore, ça fait partie Six Feet Under, oui, c'est ça à la fin, mais c'est une des finales les plus belles. Là. OK, gâchez pas le punch. Il va falloir que j'ai... Non, mais c'est une série qui a à peu près 15 ans. Fait que OK. je veux dire ça, je suis backorder pas mal parce que les gens me recommandent des séries, là, puis j'ai pas vu Mad Men, par exemple, encore. Puis vous avez levé la main encore ou c'est un accident de parcours? Un accident de parcours. OK, c'est bon. Alors, détail amusant, donc, que cette amnésie d'Arthur qui oublie de fois en fois les soupçons d'adultère pour ensuite s'obstiner quand enfin il constate qu'il y a peut-être eu quelque chose, il va s'obstiner à vouloir venger sa honte. Gauvin, au départ, lui dit « Mon roi, excusez-moi, là, mais c'est pas dans votre intérêt, là. Vous voulez pas faire ça. » Et Gauvin, au départ, va prendre le parti de Lancelot, va dire « J'en veux à mes frères d'avoir fait ça parce que ça va nous mener à notre perte. » Et Gauvin, au départ, là, est vraiment catastrophé de ça.
À quel moment est-ce qu'il va tomber dans le camp des ennemis? C'est quand il va apprendre que Lancelot, sans le vouloir, nous on le sait qu'il ne le voulait pas, là, mais lui, il ne l'a pas compris, va tuer ses frères dans un combat avec Hector et Bohort aussi qui participent à ça. Dans la mêlée générale, il ne se rend pas compte qu'il tue le frère de Gauvin. Et là, ça va être le début d'une inimitié, d'une haine absolument insurmontable pour Gauvin, qui entre dans la démesure, il devient berserk là, complètement, il pète sa coche et c'est lui qui entraîne à lui seul quasiment le royaume à sa perte. On pourrait dire que Guenièvre a sa part de responsabilité, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure. Elle est la plus haute dame du monde et donc elle a attiré l'amour du plus beau chevalier du monde et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais elle est aussi responsable de sa perte parce qu'elle est liée à cette idylle, à cette relation adultère, qui va entraîner le royaume ultimement à sa déchéance. Donc, on peut la blâmer aussi. On peut aussi trouver dans son comportement certaines attitudes un peu vaniteuses, superficielles, comme sa petite scène de jalousie pour la demoiselle d'Escalot. C'est un peu enfantin. On peut comprendre cependant son honneur blessé et tout, parce que les circonstances sont contre Lancelot, en l'occurrence. Elle ne sait pas qu'il a promis sans savoir à la demoiselle d'Escalot de porter sa manche, son foulard à sa manche. Alors, on évoque la faute de Gauvin. Je vous rappelle qu'il a tué 18 chevaliers de la table ronde. On va en faire dans ce roman un véritable héros tragique. On a l'impression qu'on pourrait tirer de ça une pièce de théâtre où Gauvin serait l'incarnation parfaite du héros tragique qui se démarque par son orgueil, par son hybris, par sa démesure, et qui va affronter ultimement Lancelot dans un combat là, mais complètement insensé qui dure toute la journée. Hein. Vous savez que c'était pas un petit échange d'escrime, de coups d'escrime comme ça d'une petite demi-heure. Non, ça dure toute la journée. Et on apprend que Gauvin, parce qu'il a été baptisé à midi, si je me souviens bien, autour de l'heure du dîner, il retrouve toute sa vigueur. Alors, il se bat jusqu'à l'épuisement et près de l'heure du midi, il est forcé de demander à Lancelot une pause. Oh, je ne peux plus me battre, je n'y arrive plus. Lancelot, par regard pour lui et parce qu'il est fatigué aussi, accepte, alors qu'il aurait pu avoir le dessus sur lui. Et là, comme arrive l'heure du midi, intervient le merveilleux Chrétien, le baptême. On parlait de l'amnésie d'Arthur, la faute de Gauvin. Le baptême de Gauvin lui donne un pouvoir extraordinaire qui permet, autour de l'heure de midi, de recouvrer ses forces. Et là, il attaque Lancelot avec une férocité extraordinaire. Et Lancelot est en danger. Il ne peut que répondre aux coups. Il ne peut pas en donner à son tour. Il peut juste se défendre. Et il craint même pour sa vie parce que c'est un prodige extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de merveilleux chrétiens dans ça. Et je ne vous ferai pas faire une dissertation sur le merveilleux chrétien dans ce roman. Il y a plus de merveilleux celtiques, à la limite, hein, la Dame du Lac, l'épée dans l'eau et tout. Merveilleux chrétien, pas vraiment, mais ça, c'en est une des manifestations du merveilleux chrétien, le fait que Gauvin a comme retrouvé sa vigueur autour de l'heure du midi. Alors, je disais souvent quand je parlais de ce roman qu'il s'agissait d'un roman eschatologique, un roman de fin du monde, un roman apocalyptique. Et ça, ça partit d'une vision chrétienne. Rappelez-vous que c'est les cisterciens qui se sont emparés du projet. Ce n'est pas eux qui sont derrière le cycle du Lancelot Graal au complet. Il y a des parties qui sont presque totalement laïques. Le Lancelot propre n'est vraiment pas marqué par la religion. Mais la mort du roi Arthur est très marquée par cette vision cistercienne, très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Souvenez-vous que c'est une époque difficile, le Moyen-Âge, hein, il y a beaucoup de peste, il y a beaucoup de famines, d'épidémies, de toutes sortes qui font que les gens désespèrent un petit peu puis ont le sentiment que la fin du monde leur pend au bout du nez, que tôt ou tard, le bon Dieu va revenir sur Terre et on va recommencer tout ça là, parce que ce monde n'a juste pas d'allure. Alors, on a le sentiment de l'imminence déjà de la fin du monde au 13e siècle, sentiment qui va être encore plus pressant au 14e, 15e siècle, avec la guerre de 100 ans, avec les grandes pestes et tout. Mais c'est déjà là, et le roman traduit ce sentiment de fin du monde, cette impression de fin du monde. Il y a un traitement psychologique des personnages qui est absolument extraordinaire, moderne, comme ça se peut pas. Je vous parlais de ces monologues intérieurs qu'on retrouve, Guenièvre qui est déchiré par la jalousie, qui se passe des réflexions, comme on en retrouve dans des romans modernes, des monologues intérieurs. Alors, le roman Ancien Breton pousse plus loin que la chanson de geste encore l'analyse de la psychologie des personnages. Et ça, c'est tout à fait fascinant.
Il y a une représentation négative de la femme qu'on retrouve là-dedans, qui est assez commune au Moyen Âge. C'est vrai que Guenièvre n'est pas toujours bien traitée. Elle n'est pas présentée comme en parfaite possession de ses moyens. Elle s'abandonne à la jalousie, aux colères, à la peur. C'est pas la femme forte dont on aurait rêvé, qui aurait mérité, je pense, un traitement plus favorable. Mais c'est assez en conformité avec l'esprit du temps. Je vous le dis, c'est des clercs qui n'ont pas connu les femmes qui écrivent ça et qui ont une vision assez sexiste des femmes qui vont composer ces histoires. Le traitement des attitudes et des dialogues entre les personnages et leurs confidents est beaucoup moins mécanique que dans d'autres romans contemporains, plus suggestif. Alors, on suggère plutôt que de montrer. Oui. Le traitement des attitudes, donc, est comme ça. Les personnages sont plus individualisés aussi, ont une psychologie qui leur est propre. Vous avez des personnages vraiment qui se démarquent. Là. Il y a des caractères là-dedans. Gauvin, c'est un caractère, mais Lancelot aussi, avec sa magnanimité. Moi, ce qui me séduit dans ce personnage-là depuis toujours, c'est sa grande générosité. Il dit à un moment donné à Gauvin, c'est absurde de s'entretuer pour ça, par ma faute. Écoutez, je vous présente mes excuses et je suis prêt à m'exiler, à renoncer à la chevalerie pendant 10 ans pour expier mes crimes. Et puis, si ça peut arrêter la guerre, j'abandonne tout et je reviens. Et j'espère que vous allez m'accueillir et m'accorder votre amitié à nouveau dans 10 ans au terme de cet exil imposé. C'est un roi qui a à son service des dizaines de vassaux qui pourraient facilement renverser le roi Arthur. Il aurait pu avoir le dessus sur lui comme ça. Mais il est tellement loyal, tellement magnanime qu'il est prêt à tout abandonner pour se racheter auprès de ses amis. C'est un personnage plus grand que nature, là, qui est tellement plus profond et tellement plus, qui est tellement plus bon que Arthur ou que Gauvin. Ils ne le méritent pas, ces deux-là. Là. Ils ne méritent pas Lancelot. Là. Et moi, ça m'a toujours beaucoup touché, cette magnanimité de Lancelot, cette générosité qu'il a. Il est incapable de faire quelque chose de déloyal, incapable de quelque trahison que ce soit, quoi qu'on l'accuse souvent de trahison. Marc-André demande, pouvez-vous définir eschatologique? C'est qui a trait à la fin du monde. C'est un récit de déchéance, un récit d'apocalypse, en quelque sorte. C'est ce que j'entends par récit eschatologique, là, à ne pas confondre avec scatologie, bien sûr, qui réfère aux excréments. Alors, la narration est très variée dans ce roman. Vous avez différents procédés narratifs employés. Vous avez un enchâssement, une alternance qui est aussi très moderne. Nous, on a l'habitude dans les romans modernes d'une construction où on suit un personnage, puis après ça, on suit un autre. Et là, vous avez ces pivots. Ici, le conte cesse de parler de Lancelot et parle plutôt de Gauvin. Ces pivots un peu voyants, tonitruants, mais qui sont intéressants, qui donne une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un nous racontait le conte de quelqu'un d'autre. Alors, c'est le conte de Gauthier Maple qu'on est en train d'analyser comme de commenter. C'est comme si quelqu'un s'ajoutait, là, ajoutait sa glose au manuscrit et disait, OK, ah oui, puis là, dans le manuscrit, ils disent que Gauvin a fait ça. Et c'est intéressant, cette espèce de perspective supplémentaire qui donne une profondeur à la construction. Avec ces psychologies complexes que j'évoquais, alors on retrouve toutes sortes de procédés narratifs, on retrouve des procédés éminemment modernes, et c'est ce qui fait qu'il se démarque pas mal. Alors, on trouve dans La mort du roi Arthur une expression qu'on ne rencontrait guère dans les chansons de gestes qu'on a survolées. Donc, c'est maintenant l'histoire cesse de parler de lui et reparle de Gauvin et Garriet. Ou encore, ici, l'histoire ne parle plus d'eux et retourne au roi Arthur. Ces artistes de construction sont vraiment intéressants et donnent un certain relief à l'histoire. Cette transition est un peu maladroite, un peu gauche entre les épisodes, mais c'est le signe certainement d'une plus grande complexité narrative. On commence à entrer dans des constructions plus élaborées. C'est un roman étonnamment complexe là, dans sa construction avec plein de personnages. Et je vous le dis, quand on écrit un roman, il ne faut pas trop multiplier les personnages parce qu'on y perd le fil. À un moment donné, c'est qui donc Hector? Ah oui, c'est le frère d'Arthur. C'est qui Lionel? Ah, c'est le frère de Bohort. C'est qui ces deux-là? Ben, c'est les vassaux d'Arthur. Il faut être très attentif parce qu'on peut perdre le nord assez facilement en lisant le roman. Surtout que la fin est interminable. On a l'impression que c'est fini avec la mort d'Arthur, mais ça se poursuit bien au-delà. On assiste à la mort de tout le monde tour à tour.
L'action n'avance pas dans un seul plan. Il y a une convergence de matériaux relativement autonomes où on aurait pu extraire de ce roman différentes scènes ou différents épisodes qui auraient pu constituer en soi un récit. Mais on a tout composé ensemble pour donner plus de profondeur à l'histoire. Et on se retrouve avec l'histoire de différents personnages. Tantôt, c'est l'histoire de Guenièvre et comment elle a par accident tué le frère de Mador de la Porte. Et l'épisode du conflit épique entre Mordred et Arthur, mais aussi le conflit fratricide entre Lancelot, Gawain et le roi Arthur. Il y a plusieurs épisodes là-dedans qui auraient pu constituer en soi des romans. Alors, c'est d'une complexité absolument intéressante. L'entrelacement de plusieurs épisodes permet aussi le progrès organique de l'action, c'est-à-dire que tout ça est imbriqué de façon vraiment subtile. C'est une mécanique implacable qui se met en œuvre à partir du moment où il y a l'accusation d'Agravin de trahison qui est posée contre Lancelot. Comment on va faire pour en venir à bout et exposer l'adultère. Alors, il y a des interludes entre ces moments où on complote, on essaie de dévoiler tout ça. Il y a l'histoire de la demoiselle d'Escalot qui a sa propre vie, sa propre existence, un peu en marge de tout ça. Et on apprend sa fin tragique et on en est navré. Gawain l'aurait pris n'importe quand, lui, la demoiselle d'Escalot, mais il n'était pas assez digne à ses yeux. On ne peut pas lui reprocher. Il a un sacré caractère, ce Gawain. Alors, il y a l'affaire de Mador de la Porte et comment tous ces récits imbriqués vont contribuer à la cohérence de l'histoire centrale et nous mener inexorablement à cette fin eschatologique que j'évoquais tout à l'heure, absolument irrésistible, du moment que tous les mécanismes sont engagés, on ne peut plus revenir en arrière. Pourtant, Lancelot a tout fait pour revenir en arrière. Lancelot était prêt à toutes les concessions possibles et imaginables. Il aurait donné sa vie pour empêcher cette tuerie. Et si Arthur avait eu la sagesse, plutôt que d'aller affronter Mordred tout seul, d'appeler Lancelot en renfort, Lancelot serait venu. Et Lancelot n'aurait jamais laissé Mordred et ses troupes tuer tout le monde, tous les chevaliers de la table ronde. Il en reste deux à la fin. Là. Je pensais deux, puis un que Arthur va tuer parce qu'il est content de voir « Ah, vous avez survécu! » Il le prend dans ses bras, il le serre trop fort et il lui fait éclater la poitrine. Il ne reste plus rien qu'Arthur et Giroflée à la fin. Alors, de tous les chevaliers de la table ronde, les seuls à survivre presque jusqu'à la fin, c'est ces deux-là. Et Lancelot n'a jamais été appelé en renfort alors qu'il se serait rendu illico, c'est garanti. Il n'aurait jamais laissé tomber ses potes. Et c'est navrant de voir qu'il apprend après coup toute cette destruction, toute cette déchéance. Il décide de se retirer de la vie, de se retirer de la vie séculaire pour entrer en religion. Comme on le faisait parfois. On incitait en fait les chevaliers à le faire. On a vu Guillaume le faire dans la chanson de Guillaume, dans le moignage Guillaume, parce que c'était montré comme un idéal. Les clercs disaient, l'idéal, c'est d'embrasser la vie religieuse, c'est de faire comme nous. Et ce n'est pas un hasard si les clercs qui racontent ces histoires finissent par donner comme modèle d'accomplissement idéal à une vie bien menée, l'entrée en religion. Guenièvre va au couvent, Lancelot aussi, ils sont plusieurs à se retrouver. Et quand Bohort apprend la mort de Lancelot, il apprend dans quel couvent il était, lui aussi renonce à tout et s'en va au couvent, au monastère où est mort Lancelot. Alors vraiment, on se dit, mais quel gaspillage de talent. Mais pour les clercs, c'était vraiment l'accomplissement le plus vertueux qui soit pour ce récit. On entre en religion, on quitte le monde séculaire pour se repentir et se réconcilier avec Dieu en attendant la fin. Et parlant de fin, ça conclut mon propos d'aujourd'hui. J'ai réussi à tenir le coup et à tenir mon pari, un peu fou d'enseigner dans les circonstances. Alors, je vais arrêter le partage. Est-ce que j'avais une autre diapositive après ça? Je ne pense pas. Non, c'était la fin. Oui, il y avait des extraits, mais je vous renvoie à ces extraits. Si vous voulez aller voir de ce côté sur le souhait, vous allez voir plusieurs extraits qui vont peut-être attirer votre attention sur les aspects évoqués. J'ouvre maintenant un espace pour la discussion. C'est notre dernière occasion de parler avant la remise de la dissertation la semaine prochaine. Ce n'est pas la mer à boire, c'est 4 pages, je vous l'ai dit. Vous avez amplement de matière pour répondre aux questions qui ont été posées. Et je pense qu'aujourd'hui, je vous ai alimenté un peu dans ce sens-là. Maxime, vous avez levé la main? Oui, alors, c'est plus technique que d'autres choses. Je suis allé sur le site et un nouveau guide pour la remise des travaux. Et là, il semblerait que
vous voulez que les références soient écrites dans le style de Dionne traditionnel. Oui, c'est ce que recommande le département. J'en fais pas de cas et d'ordinaire, dans ces dissertations-là, on a comme référence principale le texte à l'étude. Mais si vous voulez mettre une bibliographie, effectivement, il faudrait se... Non, pas nécessairement, c'est pour les bas de page. Une note de bas de page? Oui, il Ouais. faudrait se conformer au nouveau protocole. OK, donc Dionne traditionnel. Oui. Le Parfait. protocole adopté par l'unité d'enseignement en lettres. Et je le sais parce que c'est moi qui ai engagé la personne qui a revampé le code. Okay. Là, et on s'est basé sur les meilleures pratiques dans les autres universités. Qu'est-ce que font les autres universités? On a regardé les différents guides et la pratique la plus courante, là, c'est celle-là. C'est pour ça qu'on C'est une nette amélioration. Le guide de l'année dernière et cette année, c'est vraiment incroyable. Là. Oui, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, puis ça rend compte de plein de choses qui n'étaient pas couvertes avant. J'ai écrit... On a un nouveau bibliothécaire, je ne sais pas que... Jean-Philippe a été appelé à une promotion, en quelque sorte, là, oui? temporaire, en tout cas, certainement. Il va peut-être revenir, mais pour l'instant... Okay. Bon. Alors, Sabrina, vous levez la main? Oui. OK. Il faudra allumer votre micro. Oui, je lève la main. Ma question, c'est plus sur la dissertation. Comme dans la question sur Guenièvre, là, est-ce qu'il faut aller en dehors du roman pour expliquer pourquoi elle a mené le royaume à son apogée? On peut se permettre d'aller un petit peu en dehors du roman, et notamment, on va le faire en introduction ou en conclusion. Mais pour l'essentiel, dans une dissertation explicative, on essaie de rester à l'intérieur du roman pour aller chercher les exemples. C'est sûr que pour Guenièvre, il y a des trucs, on a intérêt à remonter un peu plus loin, là, et ça peut nous amener à sortir du roman. Mais les exemples que vous devez introduire doivent être tirés de la mort du roi Arthur. Donc, il vous faut citer le texte directement. Alors, si vous allez à l'extérieur, là, vous êtes en train de citer un autre texte, ça accrocherait un peu. Donc, je vous dirais, vous pouvez le faire, mais en intro ou en conclusion, et garder pour le corps du texte les exemples tirés de la mort du roi Arthur. Samuel, vous avez levé la main? Oui, je ne sais pas si ma question va être claire, mais justement pour la question sur Guenièvre, est-ce qu'il faut vraiment parler dans le contexte, genre nécessairement totalement dans le contexte de l'époque, il faut parler avec un peu de féminisme d'aujourd'hui, parce que oui, c'est sa faute, mais c'est pas sa faute en même temps pour le déclin du royaume. Qu'est-ce qu'il faut parler plutôt? Oui, il faut faire attention de ne pas plaquer une lecture moderne sur un texte qui ignore tous ces enjeux-là. Quand on va parler de féminisme au Moyen-Âge, on va parler avec précaution de proto-féminisme. Il y a des éléments qui annoncent le féminisme, notamment chez Christine de Pisan, où on voit une prise de position, une posture très forte en faveur de la femme, mais ce n'est pas encore le féminisme de Simone de Beauvoir là, et du 20e siècle. Donc, il faut faire attention quand on en parle dans ces termes-là. Et oui, on peut parler du contexte, mais il faut parler du contexte contemporain, celui immédiat de l'époque, du 12e, 13e siècle, et pas celui d'aujourd'hui. Donc, éviter de faire des parallèles avec le statut de la femme aujourd'hui. On pourrait, à la limite, se permettre ça en conclusion. En ouverture, on pourrait dire, la femme a beaucoup progressé depuis Guenièvre. Le statut de la femme a beaucoup progressé depuis Guenièvre, mais c'est limite. OK, on essaie de rester dans le contexte. Maxime? Oui. Dernière question. Est-ce que vous considérez l'ancien français, quand on cite l'ancien français, est-ce que vous considérez comme une langue étrangère? Parce que... Oui, excusez-moi, parce qu'on me dit... J'en prends un aussi, s'il vous plaît. Parce qu'on dit que quand on cite l'ancien français, quand on cite une langue étrangère, il faut mettre des guillemets. Mais vous, dans votre cas, est-ce que quand on a un travail qu'on vous remet puis qu'on a l'ancien français, est-ce que vous voulez qu'on le mette entre guillemets parce que c'est considéré comme une langue étrangère? Je préfère qu'on le mette entre guillemets, effectivement. Okay. Ce qu'on fait pour les langues étrangères, parfois aussi, c'est les mettre en italique. Par exemple, on va citer en anglais, on va mettre en italique pour marquer que c'est une autre langue. Mais ce n'est pas requis, ce n'est pas obligatoire. Et par c'est beau en italique. Oui, ça fait joli, ça fait élégant. Mais par souci de cohérence, on s'en tient à citer entre guillemets les citations, finalement, qu'ils soient en français moderne ou en ancien français. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, après ça, je vais revenir. J'ai une question pour le cours de demain, désolé. C'est bon, on pourra attendre que les autres soient sortis, puis je pourrai vous répondre. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations sur la dissertation? Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Je ne vois pas de main levée.
Alors, je vais vous souhaiter bonne continuation, bonne chance avec cette dissertation. Merci, Sabrina. Je vais essayer de me reposer, effectivement, et survivre à la nuit qui vient. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la dernière semaine avant la relâche. Tenez bon, c'est pas facile. On vit des choses éprouvantes en ce moment, mais on n'est pas tout seul dans cette situation. On est innombrables en ce moment dans les universités à avoir opté pour ce mode tout virtuel. C'est vrai à Montréal aussi. Ça ne pourrait pas se faire autrement ailleurs. Donc, votre sort n'est pas si mauvais. On essaie d'en tirer le meilleur parti, puis on essaie de rester positif et motivé devant la mi-session qui arrive. Allez, bonne continuation et puis à la semaine prochaine. Au revoir.